Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci. C'est avec grand plaisir que je vous accueille pour cette 4e session de Convergence dans ces lieux magnifiques pour une journée dédiée au monde connecté. Je salue également tous ceux qui sont connectés avec nous par Internet, je pense qu'ils sont nombreux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, vous me permettrez de vous dire quelques mots du réseau ICSI Group. L'an dernier, je vous avais annoncé le démarrage effectif de notre filiale ICSI+, avec l'arrivée du cabinet CPA en son sein. C'est avec plaisir que je vous confirme que ce démarrage a rempli tous ses objectifs avec les synergies entre le réseau d'experts généralistes et le réseau d'experts spécialistes. Notre réseau, qui dispose désormais d'une offre globale sur tous les métiers de l'expertise hors auto, sur tout type de dossier, sur tout le territoire français, a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 40 millions d'euros et rassemble 550 collaborateurs et collaboratrices sur tout le territoire. Notre croissance se poursuit en 2018 avec une augmentation du volume des missions traitées et l'arrivée de nouveaux experts et cabinets pour renforcer nos capacités et assurer la pérennité de notre organisme. Nous finalisons à l'heure actuelle un projet de filiale dédié à la réparation en nature, toujours dans le respect de notre ADN avec un réseau d'entreprises partenaires. Et nous réfléchissons bien évidemment au monde connecté et sur ses implications dans nos professions, thème de cet après-midi. Le monde connecté. Tout le monde voit ce que c'est. Des adolescents, des jeunes et de moins jeunes adultes avec un smartphone greffeux creux de la main et qui, face à face, échangent des SMS en se vantant d'être des as de l'orthographe. LOL. Les plus jeunes, pour la plupart, en réponse à une question, se dépêchent de se déformer les pouces pour pianoter sur cet appareil dans une connexion avec Wikipédia pour délivrer la bonne réponse. Il y a là un avenir certain pour les professionnels de santé spécialisés dans les traumatismes de la main. Plus sérieusement, les relations entre professionnels et entre professionnels et consommateurs passent désormais de plus en plus par les échanges de données informatiques. Les particuliers utilisent en effet de plus en plus les canaux dématérialisés pour consommer, moi le premier. Les flux de données monstrueux qui résultent de ces échanges sont utilisés par les grands acteurs commerciaux et industriels avec des algorithmes pour influer sur les habitudes des consommateurs, voire sur les consultations démocratiques. Ces algorithmes débouchent désormais sur le concept d'intelligence artificielle qui permet de répondre rapidement, avec des robots, à des situations statistiquement identifiées. Nous sommes à l'aube d'un monde connecté, 30 ans après que l'on nous ait annoncé un monde zéro papier, toujours non advenu aux grandes dames de nos forêts. Nous avons décidé de nous engager à notre tour dans des réflexions permettant de mettre au service de nos clients, assureurs et courtiers, entreprises, des solutions globales de gestion des sinistres, avec l'aide d'un environnement connecté, mais dans le respect de l'ADN d'ICSI Group, à savoir que cet environnement sera mis au service de nos collaborateurs et n'aura pas vocation à les remplacer. L'homme reste et restera au centre de nos dispositifs et procédures. Big Brother ne sera pas ICSI. Mais il est temps de laisser nos intervenants nous dresser le panorama des champs du possible au travers du monde connecté en devenir. Je vous souhaite donc une excellente après-midi en leur compagnie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Merda. Je viens du futur pour vous mettre en garde. On m'a chargé de remonter le temps et vous montrer ce qui se passera dans quelques années.
2016. Les robots ont fait leur apparition dans la vie quotidienne, comme cet exosquelette qui permet aux enfants de porter leur cartable ou ce robot qui permet d'apprécier les films de Luc Besson. 2019, on fait de plus en plus appel à des automates pour certains métiers à risque, comme pompiers, démineurs ou caricaturistes. 2023, partout les robots se substituent à l'homme. Google a remplacé tous ses ingénieurs par des ordinateurs de 350 milliards de gigahertz. Énergie 12 remplace Jean-Marc Morandini par une clé USB de 17 octets. 2035, il y a 700 millions de robots à travers le monde. L'industrie du divertissement se lance à la conquête de ce nouveau marché et le petit-fils de Marc Dorcel lance le premier film pornographique exclusivement pour robots. 2042, en Europe, aux États-Unis, en Asie, les automates obtiennent le droit de vote et le Vatican reconnaît le mariage entre humains et robots de sexe opposé. Aimer un robot, ce n'est pas contre nature. C'est très beau. 2053, les robots deviennent de plus en plus humains. En Angleterre, l'alcoolisme fait des ravages chez les automates. À Marseille, on relève les premiers cas de robots cagoles. 2057, le racisme a fait son apparition chez les automates. Aux élections régionales, 47% des robots français votent d'ailleurs pour le Front numérique, un parti xénophobe qui veut expulser les hommes hors de France. 2061, la progression des partis robots xénophobes est mondiale. Partout en Europe, les hommes sont parqués dans des ghettos. 2063, le 8 avril, l'épuration ethnique commence. Des millions de soldats robots abattent méthodiquement tous les êtres humains. La fin du monde commence maintenant. La bonne nouvelle, c'est que l'équipe de France a gagné la 7e Coupe du Monde de football de son histoire. Donc, trêve de plaisanterie. La vraie bonne nouvelle, c'est que tout ça n'est pas près d'arriver. Je préfère vous rassurer. Merci Mahava de nous avoir fait rêver et de nous avoir rassurés. Pour un futur plus proche, peux-tu nous donner le programme de cet après-midi ? Bonjour, je me prénomme Mahava. Bienvenue à l'édition 2018 de Convergence, 4e du nom, vers un monde connecté. En quoi puis-je vous être utile ? À une prochaine fois, j'espère. Donc le programme. En première partie, les enjeux du monde connecté. À 15h, nous ferons une pause dégustation, avec des gourmandises et des boissons. Puis à 15h20, en seconde partie, la gestion de sinistres dans un monde connecté. Une nouvelle expérience client, suivie de questions-réponses. Et enfin, à 17h15, vous pourrez profiter d'un cocktail de clôture. Merci Mahava. On peut l'applaudir. Dans un monde connecté, une des questions fondamentales reste et restera très probablement où est la télécommande ? Et surtout, plus philosophiquement, plus profondément, qui manipule la télécommande ? Je vous laisse quelques secondes méditer sur cette profonde réflexion philosophique. Et je vous remercie au nom de tous les experts, assistants, assistantes du réseau ICSI. Merci pour votre présence toujours aussi nombreuse. Alors ici à Paris, bien évidemment, nous sommes plus de 180 inscrits, mais surtout, comme l'année dernière, à Niort, à Poitiers, à Lyon, à Paris. Certains de vos collègues sont connectés grâce au dispositif Livey et qui nous rend donc encore plus connectés vers ce monde. Merci de vous déconnecter dans quelques heures pour s'immerger dans ce sujet, au fond, qui a pu pour certains paraître un peu bateau, un monde connecté facile, très facile le sujet cette année. Pourtant, si on y réfléchit d'un peu plus près et que l'on se penche sur les impacts et les enjeux qui sont à l'œuvre aujourd'hui, le sujet présente une force et une pertinence non moins négligeable. Quand on regarde ne serait-ce que les chiffres aujourd'hui des investissements dans le monde sur l'Internet des objets, c'est une véritable explosion d'investissements et le sujet est donc un vecteur de transformation très très profond dans nos métiers, particulièrement de la gestion de sinistres, et c'est ce que nous allons approcher ensemble pendant les 2 tables rondes de cet après-midi.
Alors un monde connecté, au fond, pour un profane comme vous et moi, sûrement, globalement, c'est quoi? C'est un énorme écosystème dans lequel on se projette et dans lequel on nous fait rêver sur une planète intelligente qui gère son environnement, qui gère sa température automatiquement. C'est la ville intelligente qui gère ses transports, qui gère sa propre pollution. C'est le bâtiment intelligent, bien évidemment, qui coupe la clim au bon moment et qui l'allume lorsque c'est nécessaire. J'en passe et des meilleurs, le transport, la santé intelligente. On nous promet même une existence intelligente. Voyez-vous cela? Donc un immense écosystème dans un monde de données qui est la deuxième caractéristique, très probablement, de ce monde dit connecté. De la donnée, au fond, aujourd'hui, on projette le fantasme secret que ces données vont nous permettre de supprimer purement et simplement tous les risques, de prévenir tous les sinistres. Et donc, est-ce que cela signifie la disparition tout simplement de nos métiers? Ou est-ce qu'au contraire, cette donnée devient, au fond, un nouvel enjeu, une nouvelle matière première, bien évidemment, qu'il faut collecter, matière première qu'il faut protéger, qu'il faut entretenir, et éventuellement qu'il faut réparer. Et donc, est-ce que nous ne sommes pas plutôt dans un mouvement d'expansion de la matière assurable, et donc de l'expansion de l'importance de nos métiers dans la gestion de sinistres? Un immense écosystème, un monde de données, et puis un monde de capteurs de données. Prenons simplement l'exemple de la maison connectée. Si le bâtiment connecté ne remplit plus cette fonction historique de simple coque pour nous protéger, dans lequel on vient dormir, dans lequel on vient manger, dans lequel on vient se rencontrer, mais que le bâtiment connecté devient une plateforme de service. Plateforme de service. Il va bien néanmoins falloir le concevoir, ce bâtiment. Il va bien falloir le réaliser dans les règles de l'art, le construire, et puis après l'entretenir, le maintenir dans son niveau de sécurité, et puis le réparer en cas de sinistre. L'incendie, cette nuit, du musée de Rio, avec près de 18 à 20 millions d'objets complètement disparus, montre bien que c'est le déficit de moyens d'entretien des systèmes de sécurité et de protection d'incendie qui fait la perte de données catastrophiques pour l'humanité. Alors modestement, nous nous sommes fixés comme enjeu pour cet après-midi, par-delà une meilleure compréhension technique, meilleure compréhension juridique, meilleure compréhension assurantielle de l'enjeu du monde connecté, si modestement, à l'issue de cet après-midi, nous pouvons tous ensemble prendre conscience de cette transformation et ensemble se projeter dans un avenir heureux pour nos métiers, alors nous considérerons avoir rempli notre mission avec l'ensemble des intervenants. Et c'est pour moi l'excellente transition pour accueillir immédiatement nos intervenants de la première partie. Stéphanie Faber, je vous demande d'applaudir. Aurélie Dailly, Anne-Lise Gillet, Philippe Compère et Sébastien Djorien. La parité n'est pas parfaitement respectée, mais vous allez prendre quelques secondes pour vous présenter les unes et les autres. Il y a un micro. Tac. Bonjour, Stéphanie Faber. Je suis avocat dans un cabinet international. Je travaille en droit des contrats et en matière de données personnelles. Donc je fais beaucoup de contrats informatiques, enfin tout type de contrats et des données personnelles dans tout secteur d'activité. Merci. Bonjour, Aurélie Dailly. Donc, je suis enquêtrice au sein du dispositif de retour d'expérience sur les bâtiments performants pour l'agence Qualité Construction. Et je viens plus particulièrement aborder une mission que j'ai menée en 2017 sur les systèmes de pilotage du bâtiment. Donc, on en discutera. Bonjour à tous et à toutes. Anne-Lise Gillet, donc je suis responsable de l'assurance construction au sein de la Fédération française de l'assurance. Bonjour tout le monde, Philippe Compère, Socabat, groupe SMA, et je m'intéresse pour le groupe à tout ce qui touche au BIM. Bonjour, Sébastien Djorien, je suis expert en sécurité de l'information, en particulier sur la protection, et expert judiciaire près de la Cour d'appel de Poitiers.
Et membre du réseau XI+. Et membre du réseau XI+. Merci à chacun d'entre vous. Alors, comme nous sommes des profanes, il nous fallait probablement partir sur un certain nombre de vraies définitions, de parfaitement comprendre chaque mot qui pourrait être utilisé aujourd'hui. Et pour cela, il nous fallait une sommité française. Il est professeur des universités, docteur. Il préside le comité éthique du CNRS. Je vous demande de faire un triomphe d'applaudissements à Jean-Gabriel Ganachia. Jean-Gabriel. Jean-Gabriel, dessine-moi un monde connecté. Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire en commençant par nous demander si le monde connecté était différent aujourd'hui d'hier. Essayer de caractériser ce que serait cette connectivité. Alors, j'ai changé un tout petit peu le titre que vous m'aviez proposé et j'ai introduit la notion d'hyperconnectivité. Car la connectivité existe depuis extrêmement longtemps. Si on regarde dans l'histoire, on va reprendre tout à l'heure, mais dans le village africain, par exemple, le village de nos ancêtres, il y avait une connectivité extrêmement pesante. Et disons, la grande ville a permis justement de s'affranchir de cette lourdeur des relations sociales, du qu'en dira-t-on, de la réputation. Mais justement, et c'est ce qu'on va voir, cette réputation se transforme. C'est ce que je vais essayer de vous exposer ici. Les notions qui faisaient la trame du tissu social évoluent avec le temps et avec le numérique. Et pour essayer de le décrire, j'ai introduit un concept qui venait d'un philosophe italien qui est à l'université d'Oxford, qui s'appelle... Ah pardon, oui, je ne parlais pas au centre. Donc, qui s'appelle Luciano Floridi, et on avait travaillé dans un petit groupe de réflexion monté par la communauté européenne qui portait sur ce qu'on appelait la réingénierie de concepts, reconceptualisation et réontologisation. Et c'est bien sûr ce que je vais essayer de vous présenter ici pour essayer d'appréhender, d'aborder un peu ce que sont les transformations actuelles. Alors, je regarde juste l'heure pour m'assurer quand même de pas trop déborder, parce qu'on va donner 15 minutes. Donc, je voudrais donc adopter un plan assez simple en 4 parties. La première, on va parler d'hyperconnectivité pour voir qu'est-ce qui distingue de la connectivité. Ensuite, nous avons parlé tout à l'heure de données, d'intelligence artificielle, d'apprentissage machine. Je voudrais un tout petit peu replacer cela dans son contexte pour montrer que ce sont des notions à la fois importantes, mais pas si nouvelles que cela. Et en même temps, elles ont une actualité très vive aujourd'hui. J'évoquerai quelques applications pratiques, mais nous en avons vu tout à l'heure. Et puis, je terminerai justement sur cette notion de reconceptualisation, réontologisation. Donc, première chose, connectivité et hyperconnectivité. Donc, comme je l'ai dit tout d'abord en introduction, la connectivité, le lien entre les hommes existe depuis que l'humanité existe. Et ici, vous avez une photo d'un village africain, mais nous avions exactement les mêmes choses dans nos propres villages. Il y avait des relations entre les gens. Et ces relations sont essentielles puisqu'elles conditionnent l'ensemble des étapes de la vie sociale, que l'on parle d'éducation, de culture. La culture, justement, c'est une forme de transmission dans le temps de l'histoire, des usages. L'éducation, ça a bien pour but aussi de nous transmettre cette culture et de nous apprendre des savoir-faire. Mais le commerce, c'est aussi une forme de connectivité, ce qui fait qu'on va rentrer en relation avec les gens. Il y a d'ailleurs tout un tas de gens qui vous disent que le commerce est bon parce qu'il évite les guerres, mais c'est une forme bien sûr de connexion. Les jeux, les sports, les jeux bien sûr, ce sont par définition des échanges entre hommes, et le sport bien sûr, on essaye d'être le meilleur d'entre les hommes, donc c'est une forme de connectivité. Les relations sociales, l'amour bien sûr, ça c'est évident, la politique aussi. Donc vous voyez que cette connectivité existe depuis que les hommes existent. Alors qu'est-ce qui se produit aujourd'hui ?
ben, il y a des changements technologiques majeurs qui font que on va voir que cette connexion va changer un peu de dimension. Alors, j'ai essayé de donner 3 exemples de ces changements. D'abord, ce qu'on a appelé au plan technique les RFID. Alors, c'est un peu moins à la mode aujourd'hui, mais c'est tout à fait déterminant, parce que, bien sûr, vous allez pouvoir repérer avec des petites antennes des objets. Éventuellement, ils vont échanger. C'est l'Internet des objets né avec cette notion. Alors, RFID, ça veut dire Radio Frequency Identification, identification par radiofréquence. Les capteurs, aujourd'hui, vous en avez de plus en plus, et bien sûr, les capteurs, c'est pas nouveau. C'est pas si ancien que ça, mais c'est pas nouveau. Mais ce qui se produit aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs dans les exemples qui ont été donnés, c'est la décroissance de leur prix. Un capteur aujourd'hui ne coûte rien. Un exemple simple, un téléphone portable, vous savez bien que vous avez un nombre incroyable de capteurs. Vous avez non seulement des caméras, en plus vous n'avez plus une caméra, maintenant vous avez 2 caméras qui sont extrêmement puissantes, mais vous avez aussi des capteurs magnétiques, des capteurs d'accélération, etc. Et donc vous pouvez en avoir donc, sur vos téléphones, mais vous pouvez en avoir partout à l'intérieur de la maison, partout à l'intérieur d'une voiture, partout à l'intérieur d'une usine. Et donc tout ça, bien sûr, va jouer un rôle très très important. Et puis, il y a aussi ce qu'on a appelé l'Internet des objets, ou l'Internet des choses, en anglais IoT, Internet of Things, qui fait que non seulement les objets avec les capteurs peuvent prendre de l'information, mais ensuite ils peuvent échanger entre eux et échanger avec nous. Donc c'est ça, cette nouvelle réalité contemporaine qui est créée par les technologies. Et à partir de ça, bien sûr, on va se demander quelles sont les conséquences. Alors les conséquences, c'est que nous sommes d'abord tous en relation avec tous. C'était vrai, sauf que quand un enfant, par exemple, partait à l'école, il n'était plus en relation avec sa mère. Aujourd'hui, quand il part à l'école, il a encore le téléphone portable. Le ministre a décidé, en sa grande sagesse, d'arrêter les téléphones portables. Pas pour couper le cordon ombilical, d'ailleurs, avec les mères, parce que ça aurait provoqué certainement une réaction extrêmement vive, mais parce que ça a d'autres effets négatifs. C'est la question de l'école, par exemple. On parlait d'éducation. C'est-à-dire que la clôture de l'école, qui est une question essentielle, elle se transforme, puisqu'il y a une pénétration, c'est-à-dire que même quand l'enfant est à l'école, il est en relation avec le monde extérieur. Alors, c'est un exemple, on pourrait gloser énormément sur ce sujet-là, mais vous avez ça partout, dans tous les domaines. Et même en prison. Alors en prison, je ne vais pas avoir le temps de vous raconter, moi il se trouve que un jour j'ai fait une expérience de la prison. J'espère que vous ne l'avez pas faite vous-même, mais je l'ai faite parce qu'il y avait un festival de cinéma où on m'a demandé de faire une présentation pour les prisonniers. C'était à Fresnes. Et le film, très curieusement, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est Her. C'est un film de science-fiction qui raconte une histoire d'amour entre un homme et une boîte vocale, un chatbot, qui a une voix d'ailleurs merveilleuse. Et ce chatbot apprend. Avec toutes ces données, il anticipe les désirs de la personne et bien sûr, ce chatbot le séduit. Enfin, elle le séduit, parce que c'est une voix féminine, mais en même temps, chatbot, normalement, c'est masculin, je ne sais pas ce qu'on devrait dire là. Et donc, c'était étonnant en prison, d'évoquer ça, parce qu'on imagine un peu ça aussi, cette distance avec le réel. Et j'expliquais aux prisonniers que aujourd'hui, on était toujours connectés. Et puis là, certains m'ont dit, non, nous, on n'a pas le droit au téléphone portable. En prison, effectivement, en principe, c'est ça. La réalité, tout le monde le sait, en réalité, il y a des téléphones portables partout, même en prison. Voilà. Donc c'est juste pour que vous voyez l'important. Alors là, ce que je voulais montrer, c'est un économiste très connu, Frédéric von Hayek, a introduit une notion importante sur les réseaux. Il distinguait 2 types de réseaux. Des réseaux qu'il dit ordonnés, avec la taxis, et puis des réseaux qui s'organisent spontanément. Il dit c'est le cosmos, c'est-à-dire des liens
qui vont automatiquement se mettre en place. Et je crois que c'est important de bien comprendre ça aujourd'hui. La structure sociale, pendant longtemps, était une structure qui était régie effectivement par un ordre imposé. Essentiellement, par exemple, dans les entreprises, des relations hiérarchiques. Alors, ça ne veut pas dire que les gens n'avaient pas des relations d'amitié entre eux, mais il y avait cette structuration forte. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est plutôt l'apparition du cosmos, c'est-à-dire de ces ordres qui sont spontanés, qui sont endogènes, et qui vont dans toutes les directions. Et je crois que c'est important d'avoir ça en tête, de garder ça. Voilà pourquoi cette notion de connexion, d'hyperconnectivité va être centrale, parce que nous allons avoir plutôt cette émergence de réseaux qui vont dans tous les sens. Et ça joue depuis un certain nombre d'années un rôle extrêmement important à l'intérieur des entreprises, puisque bien sûr on ne peut plus avoir les mêmes relations. Mais pas seulement dans les entreprises, entre autres, je veux dire dans toute la vie. Donc ça, c'est l'aspect extrêmement important. Alors, je vais en venir, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, je vais en venir à l'intelligence artificielle. Pourquoi est-ce qu'on parle d'intelligence artificielle? Parce qu'a priori, il n'y a pas de relation. Mais la raison, c'est parce que, je vous ai dit, il y a des capteurs partout. S'il y a des capteurs partout, il y a de l'information qui va être prise par ces capteurs. Et puis en plus, il y a de la connexion entre ces capteurs. Et donc, vous allez avoir énormément d'informations. Et ces quantités d'informations, aujourd'hui, sont vertigineuses. C'est ça qu'on a appelé le big data. Alors, elles sont, pour donner une idée, moi j'ai pas mal travaillé avec des littéraires, et j'ai essayé de leur faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire beaucoup d'informations. Parce que eux, disent l'encyclopédie, c'est beaucoup d'informations. Alors, j'ai pris l'exemple de la Bibliothèque nationale de France. Ça contient à peu près 14 millions, en tout cas le catalogue des livres et imprimés vous dit il y a 14 millions d'ouvrages. Ça fait beaucoup. C'est un peu considéré comme l'horizon du savoir. Et maintenant, si on regarde en quantité d'informations, un livre, j'ai pris une limite max, 1 million d'exemplaires. J'écris quelques livres, 1 million d'exemplaires, c'est vraiment beaucoup. En général, on fait moins. Alors, ça fait, on stocke ça, 1 million d'exemplaires, vous voyez, avec un caractère, ça correspond à un octet. Ça fait 1 million de caractères, ça fait 1 mégaoctet. Un mégaoctet, ça fait un peu ridicule aujourd'hui. Alors, quand j'ai commencé à faire de l'informatique, on avait un Mac avec un disque dur. Moi, j'étais un peu jaloux. Mon copain, il avait 25 mégaoctets sur son disque dur. Bon, aujourd'hui, bien sûr, on a beaucoup plus. Alors maintenant, si on regarde le catalogue des livres et imprimés de la BNF, 14 millions d'exemplaires, ça fait 14 millions fois 1 méga, ça fait 14 téraoctets. Alors c'est beaucoup, mais vous savez qu'aujourd'hui, un disque que vous achetez dans le commerce, c'est 1 téraoctet. Donc 14 téraoctets, c'est pas vraiment énorme. Vous avez ça sur quelques disques, parce qu'en plus, il y a des disques plus gros aujourd'hui. Alors le volume total du web en 2015, c'est vieux, c'était 7 zétaoctets, ça faisait 7 10 puissance 21 octets. Alors ça fait pas mal, mais alors ce qui est intéressant, c'est de se demander, ça fait beaucoup, mais ça fait 1 demi-milliard de BNF. Donc en fait, il y a plusieurs milliards de BNF sur le web. Alors maintenant, juste une petite chose pour vous donner une idée des volumes. Non seulement il y a beaucoup d'informations, mais ces informations sont prises avec les capteurs de façon systématique. Sachez que Twitter, c'est pas beaucoup, en plus c'est 140 caractères. Par jour, Twitter, ça produit 7 téraoctets de données. C'est-à-dire une demi-bibliothèque nationale de France. Alors, ça trouble un tout petit peu. Bon, bien sûr, vous allez me dire, c'est moins dense. Oui, bien sûr, parce qu'il y a tous les retweets, etc. Mais c'est juste pour vous donner une idée de cette quantité d'informations. Alors, à partir de ça, pourquoi intervient l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, d'abord, elle n'est pas nouvelle. C'est une discipline scientifique qui est née en 1956 de 2 jeunes gens qui avaient 28 ans à l'époque, qui étaient mathématiciens, et qui se sont dit, on va utiliser ces nouveaux objets que sont les ordinateurs pour essayer de mieux comprendre notre intelligence. Donc vous voyez, contrairement à une idée souvent couramment répandue, on prend le terme intelligence artificielle au sens littéral. Et on se dit, on veut faire une machine qui va être notre double, qui va être intelligente, et qui éventuellement, bien sûr, va l'emporter. On a vu le robot tout à l'heure qui se met à voter. Non, l'intelligence artificielle, au départ, ça n'était pas tout à fait cela. Et ça n'est pas encore tout à fait cela. Il s'agit au contraire,
Et c'est pour ça que je vous ai pris la citation en anglais, qui était le début du projet lancé par John McCarthy et Marvin Minsky. Il s'agit de décomposer l'intelligence en fonctions cognitives élémentaires. C'est-à-dire, c'est l'idée que l'intelligence, c'est compliqué, on ne sait pas très bien ce que c'est. Et si on savait, d'ailleurs au début, les gens ils me disaient « mais qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? Vous n'avez pas défini l'intelligence ?» J'ai dit « non, justement, l'intelligence de l'intelligence artificielle, si je puis m'exprimer ainsi, c'est de ne pas avoir à définir l'intelligence, puisque c'est justement pour mieux comprendre l'intelligence qu'on fait de l'intelligence artificielle. » Donc décomposer en fonctions dont on pense qu'elles contribuent à l'intelligence. Et ça, on le pense depuis longtemps. Si on regarde, par exemple, Aristote dans son traité de l'âme, il nous dit il y a la perception, il y a le raisonnement, il y a la mémoire, il y a l'exécution. Tout ça, ce sont des facultés intellectuelles. On va les prendre et décomposer jusqu'à ce que ce soit des modules si élémentaires qu'une machine puisse être construite pour les simuler. Et c'est ce qu'on fait depuis 56, donc depuis 62 ans, avec des succès considérable, puisque je crois que cette discipline a transformé le monde. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais il faut savoir, par exemple, que le web, qui a, vous êtes d'accord, eu un impact important sur nos vies de tous les jours, et en particulier sur cette connectivité, le web, c'est le couplage des réseaux de télécommunications, qui ne font pas à proprement parler de l'intelligence artificielle, et d'un modèle de mémoire qui s'appelle l'hypertexte. D'ailleurs, vous savez que le protocole du web, HTTP, ça veut dire Hypertext Transfer Protocol, langage d'écriture des pages web. HTML, ça veut dire Hypertext Markup Language, langage de balisage de l'hypertexte. Et qu'est-ce que c'est qu'un hypertexte ? C'est un texte augmenté de liens qui vont rapporter une partie du texte à autre chose. Ça peut être un autre texte, ça peut être une image, ça peut être un son, etc. Et c'est un peu comme dans notre mémoire où il y a des liens entre toutes ces choses-là. Et c'est un philosophe qui a inventé ça, qui l'a programmé en 1965 avec des techniques d'intelligence artificielle. C'est donc de l'intelligence artificielle. Donc vous voyez que ça a transformé le monde, et puis après on pourrait prendre tout un tas d'autres applications. Mais là, je vais me centrer sur un aspect particulier qui existe depuis le début, qui est ce qu'on appelle les réseaux de neurones formels. Cette notion est introduite avant l'intelligence artificielle en 1943 par un mathématicien et un neurophysiologiste qui essayent de mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau. Et on savait qu'il y avait des cellules qui étaient reliées entre elles par des connexions qu'on appelait des synapses. Et ils essayent de modéliser ça. Et ils démontrent, en 1943, donc, que si on organise ces cellules en 3 couches, et bien à ce moment-là, on peut réaliser n'importe quelle fonction logique, à condition de pondérer correctement les connexions entre les cellules. La difficulté, c'est de savoir comment, à la main, établir ces pondérations. C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et donc, les gens, depuis 1943, essayent de développer des machines qui vont permettre de pondérer automatiquement ces connexions. L'un des premiers à travailler là-dessus, c'était Marvin Minsky, que j'ai évoqué tout à l'heure. Il s'est cassé la figure, il a échoué, il a passé sa thèse là-dessus quand même, et c'est pour ça qu'il a inventé l'intelligence artificielle. Et un de ses copains de promotion, qui s'appelait Rosenblatt, en 1959, développe un algorithme, plus exactement il l'écrit en 1957 et le programme en 1959, qui permet, en principe, d'établir ces poids de connexion. Il appelle ça le perceptron. Mais ça ne marche que lorsqu'on a 2 couches. Je vous ai dit, les réseaux de neurones sont universaux. Si on prend, ils permettent de programmer n'importe quelle fonction s'il y a 3 couches de neurones. Et là, c'est à 2 couches. Et Marvin Minsky écrit un livre 10 ans plus tard pour expliquer qu'en réalité, 2 couches, ça ne suffit pas et qu'il faudrait 3 couches et que ça ne marche pas. Et il faut attendre 1986 pour qu'on généralise l'algorithme du perceptron et que ça marche sur 3 couches ou plus. Mais les machines sont poussives à l'époque. Et donc, on essaye de développer d'autres techniques d'apprentissage. Et donc, à partir des années 90, milieu des années 90, plus personne n'utilise des réseaux de neurones formels. Sauf un Breton, vous savez que les Bretons ont la tête dure, qui continue à travailler sur le sujet, qui s'acharne, et qui se dit, ça ne marche pas avec 2 couches parce que c'est pas faible, trop faible, avec 3 couches, c'est pas très bien, on va essayer, comme les machines sont puissantes, on le fait avec 15 couches. Et ça donne ce qu'on appelle les réseaux profonds. Pourquoi profond ? Parce qu'il y a beaucoup de couches. Et là, bien sûr, les résultats, bien sûr, ce n'était pas du tout évident, parce qu'il n'y a pas vraiment de théorie mathématique, on ne sait pas très bien pourquoi, mais on a 2 choses, c'est que d'une part, on est capable de traiter avec les machines actuelles d'immenses quantités de données, et deuxième chose, les résultats sont meilleurs qu'avec les autres techniques d'apprentissage. Voilà ce qui explique la renaissance de l'intelligence artificielle depuis un certain nombre
d'années. Alors les applications, ici j'en ai donné quelques-unes, reconnaissance des formes, par exemple la vision ou la parole, on l'a évoqué tout à l'heure, diagnostic dans le domaine de la santé, par exemple, mais ça peut être dans d'autres domaines, ça peut être dans le domaine mécanique, etc. Biométrie, sécurité, toutes les questions, par exemple, de reconnaissance de l'iris, de reconnaissance de la voix, de reconnaissance du visage, automatisation des tâches, aide au placement dans le domaine bancaire, par exemple, anticipation, les domaines qui sont les vôtres, dans les fintech, que ce soit le domaine bancaire ou le domaine d'assurance, bien sûr, tout ça joue un rôle extrêmement important. Je ne vais pas insister là-dessus, mais je crois que c'est à la fois central et en même temps, il y a des limites à ce genre de choses. Parce qu'on détecte des corrélations, ça veut dire qu'il n'y a pas des causalités, c'est pas une science générale, c'est de la divination qu'on fait, et on l'a fait de façon efficace, mais en même temps, bien sûr, il n'y a jamais de certitude. Alors, application pratique, je vais aller assez vite là-dessus, parce que je suis en train de dépasser largement mon temps, mais on l'a évoqué tout à l'heure, il y a... Par exemple, les masses de données, j'ai dit l'apprentissage, l'anticipation, le traitement en temps réel des données. Alors je donne un exemple. Vous savez que les Allemands, en 2011, ont introduit le concept d'industrie 4.0, qui est justement une industrie dans laquelle on va avoir des capteurs partout et des capacités de traitement en temps réel des informations qui viennent de ces capteurs, ce qui va changer complètement toute l'organisation à l'intérieur de l'entreprise. Alors, un exemple, c'est par exemple la logistique. Logistique 4.0, ça veut dire que vous allez pouvoir calculer les stocks en temps réel et ensuite, toujours en temps réel, essayer de mettre en place les réseaux de transport dimensionnés en fonction de données d'apprentissage vos différents entrepôts pour être plus efficaces à long terme, etc. Donc voilà le type d'application concrète. Et ça, bien sûr, a comme conséquence des changements dans l'organisation. J'ai dit tout à l'heure que c'est toute la société qui se transforme avec le monde connecté. On a parlé de la maison intelligente tout à l'heure. Je ne vais pas insister puisqu'on en a déjà parlé. Et puis je voudrais conclure sur cette notion de reconceptualisation, réontologisation. Les objets qui nous entourent, qui sont bien sûr notre vie quotidienne, les montres par exemple, bientôt les lunettes, les bracelets, les montres aujourd'hui. De l'extérieur, ça a l'air de loin d'être une montre, mais en réalité, il n'y a plus d'aiguilles, il y a des fausses aiguilles. Et elle est connectée avec votre téléphone portable. Elle vous donne vos textos, ou les lunettes, bien sûr. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais vous pouvez avoir des lunettes avec un écran qui font que vous allez surimposer sur le monde extérieur tout un tas de données. Par exemple, pour les gens qui sont peu physionomistes, vous allez pouvoir avoir la reconnaissance faciale qui vous dira c'est formidable, c'est monsieur un tel. C'est pratique de temps en temps. Et éventuellement, vous pouvez même avoir son CV comme ça. Voilà. Les bracelets, les vélos, par exemple, un vélo, ça a l'air d'être toujours un vélo, mais en revanche, aujourd'hui, il y a plein de choses d'électronique sur le vélo. D'ailleurs, les Vélib, ce sont des vélos connectés, ou les chaussures qui vont avoir des capteurs dans tous les sens, ou les stéthoscopes pour les médecins, ou les voitures. On dit que les voitures sont des ordinateurs sur 4 roues. Alors pourquoi je parle de réontologisation ? Parce que on est dans un monde, ce qu'on appelle l'infosphère, c'est-à-dire un monde dans lequel il y a de l'information partout, et c'est l'hypertrophie de cette quantité d'informations qui a transformé le monde. L'information, là j'ai mis un paysage naturel parce que les plantes se communiquent des signaux chimiques. Donc l'infosphère existe depuis l'aube des temps. Mais aujourd'hui, bien sûr, ça a pris une part extrêmement importante. Et alors, cette notion de reconceptualisation, c'est quoi ? C'est que les notions qui font le tissu social, alors je vais en rappeler quelques-unes, l'amitié, qu'y a-t-il de plus important ? Depuis l'Antiquité, on parle de l'amitié. Sur Facebook, on est amis. Alors, est-ce que c'est la même chose ou pas ? C'est une question. On a l'impression que c'est pas la même chose. En même temps, c'est la même chose. La voiture, j'ai dit, la voiture, c'est presque la même chose aujourd'hui. Sauf que entre une voiture d'aujourd'hui et une voiture d'il y a 30 ans, oui, elle tombe moins en panne, mais en fait, ça n'a plus rien à voir. D'ailleurs, l'industrie automobile n'est plus du tout la même aujourd'hui qu'il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 30 ans, ce qui était important, c'était la mécanique, c'était la thermodynamique. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est tout ce qui est numérique sur les automobiles. C'est ce qui va faire les avantages compétitifs. La réputation. Brassens parlait de la mauvaise réputation au village. Donc c'est presque la même chose, la réputation, la e-réputation. Sauf que c'est pas tout à fait la même chose, ce sont les algorithmes qui calculent. Par exemple, les Chinois, ils veulent avoir un score de réputation. Est-ce que c'est la même chose ? Pas tout à fait. Je crois que c'est à ça qu'il faut songer, parce que vous
Par exemple, dans le domaine des assurances, vous allez vous fonder sur des scores de réputation peut-être un jour, pour attribuer des primes, par exemple, ou même pour calculer ces primes. La confiance, on parle de la blockchain. La monnaie, c'est si on se réfère aux théoriciens de la monnaie, c'est un condensé de confiance, et donc c'est plus tout à fait la même chose aujourd'hui que ça n'était. Au début, c'était des princes qui mettaient leur effigie, ensuite c'était des banques centrales, et puis aujourd'hui, on nous dit on n'a même plus besoin de banque centrale. La question de la souveraineté des États, elle évolue considérablement, parce que bien sûr, ceux-ci sont traversés, c'est-à-dire que l'axiome de l'État de droit, selon lequel il y avait coextension du territoire et de l'État, sont mis en cause. Le travail évolue, et donc voilà un peu ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui avec l'hyperconnectivité, mais je pense qu'on aura ensuite le temps d'en rediscuter. Vous restez avec nous, Jean-Gabriel, vous restez avec nous. J'ai noté, Annelise, que vous aviez parfois du mal à reconnaître les prénoms des uns et des autres. C'était aussi votre réaction au même moment. Alors, ce monde connecté avec des smart cities, Aurélie, vous vous êtes penchée sur cet univers et rentrons dans cette réalité. Qu'est-ce que vous avez mesuré tout au long de vos travaux de ces derniers mois? Dites-nous. Alors, pour replacer un petit peu le contexte de Smart City, Smart Building, j'ai travaillé particulièrement sur les bâtiments équipés de systèmes de pilotage. Donc, ce sont des bâtiments qui sont généralement équipés d'une interface informatique, d'un peu d'électronique. Et l'idée, c'est de pouvoir, à distance, ou en tout cas de manière centralisée, gérer son bâtiment. C'est un sujet, alors pourquoi introduire une table ronde sur la Smart City, le Smart Building, sur un système qu'on connaît bien au final, qui n'est pas futuriste, qui est même assez courant aujourd'hui? Eh bien parce que la question de ce qu'est le bâtiment intelligent, je me la suis posée également en abordant cette thématique-là. Et loin d'en donner une définition exhaustive, j'ai recoupé les définitions, les formules et les bons mots, on va dire, qui me permettaient de vulgariser au mieux ces éléments et d'arriver à une formule qui dirait que le bâtiment intelligent, c'est un bâtiment qui s'autorégule de manière à assurer 3 objectifs principaux qui sont toujours les mêmes dans le bâtiment moderne, qui sont le confort des usagers, la facilitation de la maintenance et de l'entretien du bâti, et les économies d'énergie et de ressources. Je rajoute toujours ressources à la fin pour inclure l'eau, qui est parfois un petit peu oubliée face aux énergies électriques et aux énergies fossiles. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre d'étudier des bâtiments qu'on connaît et dans lesquels on vit depuis une vingtaine d'années? Eh bien, tout simplement des retours d'expérience concrets sur des dysfonctionnements. Alors, vous êtes dans le domaine de l'assurance, vous avez beaucoup plus l'habitude de parler de sinistralité. Moi, je parle exclusivement de dysfonctionnement, déjà parce que je n'ai pas vos cartes professionnelles, et parce qu'il s'agit plus de gênes dans le bon usage du bâti au quotidien, qui peuvent éventuellement mener à des sinistres déclarés, mais qui vont généralement être beaucoup plus limités. Mais qui sont toujours intéressants à étudier et à lister, pour pouvoir faire aujourd'hui ce qu'on fait de la prévention, se projeter dans un futur dans lequel ces bâtiments seront intelligents et à plusieurs seront donc connectés pour former des quartiers connectés, des villes connectées, des villes durables. Et donc tout ça commence un petit peu aujourd'hui avec un format que je qualifierais très gentiment d'archaïque, qui est le système de pilotage face au système de bâtiments intelligents tel qu'on l'imagine à la Minority Report. Voilà. Juste avant de reparler du système de pilotage, oui. On a une idée du nombre de bâtiments connectés aujourd'hui qui sont construits peut-être chaque année ou aujourd'hui Il faudrait définir un niveau de connexion tel qu'on l'entend. On peut qualifier de connecté une maison pour laquelle on a une coupure centralisée qui permet de tout éteindre en partant. Tout dépend où vous placez le curseur. Comme j'ai vu des bâtiments de type établissement recevant du public avec des contraintes de sécurité majeures, des objectifs très importants en matière de réduction des consommations d'énergie, où là, par contre, on a des systèmes beaucoup plus impactants. Donc, je dirais que c'est beaucoup plus courant aujourd'hui et on a une vraie démocratisation de ces technologies sur les 15 dernières années. C'est utilisé quasiment partout.
Et vous avez mené votre enquête sur un volume de bâtiments connectés de quel ordre? Alors, moi, donc, pour vous replacer un petit peu le contexte, je fais partie du dispositif de retour d'expérience sur les bâtiments performants. Donc, à l'heure actuelle, on est une quinzaine d'enquêtrices et enquêteurs partout en France métropolitaine et ultramarine à visiter entre 20 et 30 bâtiments par an. Et on enrichit une base de données qui est anonymisée, qui est interne à uniquement nos propres fonctions et qui nous sert à produire de très jolis rapports. Voilà, celui-ci donc spécifique aux bâtiments équipés de systèmes de pilotage, mais de nombreuses thématiques sont abordées dans le bâtiment. Et donc, pour rédiger et co-rédiger ce rapport avec des experts et des spécialistes, je me suis basée sur mes 20 visites de bâtiments et sur les retours d'expérience de tous mes collègues ces 7 dernières années. Donc, à l'époque où j'ai commencé, on parlait d'un échantillon d'environ 1000 bâtiments en France. Quelles sont les grandes conclusions que vous avez pu dégager dans cette étude alors? Tout à fait. Qu'est-ce que l'on peut en dire? Alors, donc, le rapport que je vous ai montré, il fait état de 12 points. Je ne vais pas vous faire l'intégralité de la liste, mais ce que j'ai essayé de ressortir, c'est 3 éléments majeurs qui peuvent nous servir à nous projeter dans ce bâtiment du futur, dans ce bâtiment intelligent. Et le tout premier point, c'est la complexité et la standardisation de ces systèmes. C'est-à-dire que dans de nombreux cas, on se retrouve face à des bâtiments où, pour de multiples raisons, le système de pilotage, le système informatique ou électronique, est soit utilisé en mode dégradé. Alors c'est c'est une expression gentille pour dire que on prend des raccourcis et des petits détours pour faire ce qu'on veut sans avoir vraiment à utiliser le système au plein de ses capacités. Et souvent on l'utilise donc en le dégradant et en activant et en accélérant son usure normale, voire des systèmes qui sont partiellement ou totalement à l'abandon. Alors ça, en général, quand on remonte le faisceau des causes, on trouve une forte complexité et une forte standardisation des solutions qui sont proposées. On va avoir un package de solutions qui a été proposé à un maître d'ouvrage et un maître d'œuvre qui ne sont pas forcément spécialistes du sujet. On demande au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre d'être spécialistes de beaucoup de choses. Et quand on se retrouve avec un package, si le package couvre 80% de nos besoins, c'est déjà excellent. Ça veut dire déjà que 20% ne seront pas couverts, qu'il y aura potentiellement des fonctionnalités supplémentaires qui ne vont jamais être utilisées ou causer des frustrations, et qu'on aura de toute façon un système qui ne sera pas adapté spécifiquement à la situation de ce bâtiment dans ce cas d'usage et qui va demander un paramétrage très important. C'est souvent ce qui remonte sur les bâtiments et les systèmes, on va dire, de pilotage et les systèmes de GTB, gestion technique du bâtiment. C'est des périodes de paramétrage qui peuvent aller jusqu'à 2-3 ans entre l'usage qui est fait d'un bâtiment au moment de sa livraison et celui qui est fait 3 ans après. Le paramétrage qu'on est en train d'essayer de faire est déjà obsolète au moment où on y arrive. Donc on a cette problématique-là qui pourrait être résolue par une conception qui va, j'ai envie de dire, du passif à l'actif. Si on prend un exemple absolument pas pris au hasard, celui de la surchauffe estivale, dont beaucoup d'entre nous ont souffert cet été, et les années à venir présagent à peu près des mêmes conditions, voire pire. La surchauffe estivale, dans un bâtiment, on peut la régler de plein de manières différentes. On peut allonger les avant-toits pour avoir plus d'ombre, on peut apporter de l'inertie, on peut apporter plus d'isolation, on peut faire de la surventilation nocturne, on peut installer un gros groupe de climatisation. Toutes ces solutions sont possibles. Certaines impliquent très peu d'entretien, très peu de formation des personnes. D'autres en impliquent beaucoup plus, impliquent un entretien et une maintenance importante, de remettre à jour les connaissances. Et l'humain est ainsi fait que ce qui est complexe est généralement beaucoup moins bien fait que ce qui est très simple. Donc c'est en ça qu'à mon sens, un système conçu de manière efficace, c'est d'abord résoudre ces problèmes de la manière la plus simple et la plus passive possible et utiliser l'électronique, l'intelligence de l'informatique, là où elle est la mieux placée, donc pour réaliser ce qu'on ne peut pas faire autrement, on va dire. Et qui donne déjà des systèmes qui, du coup, sont ultra simplifiés, mais servent exactement à ce pourquoi ils sont faits. Complexité des systèmes, donc je comprends absence de corrélation entre le matériel installé et l'usage dont on veut en faire. Et si je retraduis le troisième point, c'est la compétence de l'homme. Au fond, j'ai un super système embarqué, mais comment ça marche au fond le truc? Donc je reste avec
l'usage ancien de la maison, du bâtiment qui est une coque dans laquelle je vis, quoi. Ou c'est trop caricatural? Non, je trouve que l'expression, alors c'est un petit peu caricatural quand même, mais l'expression de système embarqué est très intéressant parce qu'il fait référence à la voiture, au véhicule. Le véhicule est aussi un système très complexe aujourd'hui, on l'a rappelé, mais c'est un système dans lequel on n'a pas besoin de savoir exactement comment tout fonctionne et comment tout réparer pour l'utiliser. Et on le fait réviser de temps en temps. Donc ça va avec. Et ce parallèle-là, il peut aussi être fait avec le bâtiment intelligent. Alors si on parle du bâtiment intelligent comme étant un système d'autorégulation et un système de pilotage comme étant un simple système de régulation, donc on n'a pas la partie automatisée avec l'utilisation de données et d'intelligence artificielle, on a toujours besoin d'humains derrière. Peut-être pas au même poste, peut-être pas avec les mêmes fonctions et les mêmes compétences, mais à l'heure actuelle, le besoin humain, même sur les systèmes de pilotage qui existent à l'heure actuelle, sont extrêmement importants. Moi, les bâtiments les mieux, on va dire, entretenus, ou les systèmes de pilotage qui étaient utilisés au mieux de leur capacité que j'ai pu voir, n'étaient pas forcément pilotés par des experts qui étaient là H24 derrière le moniteur de contrôle. C'était plus généralement des équipements qui étaient utilisés quotidiennement par des personnes non sachantes, typiquement de la réservation de salles par des réceptionnistes, mais qui du coup étaient présentes derrière le moniteur pour relever les alarmes. Et si on parle juste du volet technique qui est la facilitation de la maintenance et donc limiter l'usure du bâtiment ou en tout cas la prévenir, tout ce que pourra faire pour nous un système intelligent, c'est nous remonter des alarmes. À un moment, il faudra quelqu'un pour aller changer ce filtre de CTA. Donc il faut quelqu'un pour aller relever cette alarme et on aura toujours besoin de l'humain. Le système n'est qu'un outil pour faciliter la vie de l'humain. Alors c'est une bonne transition également avec l'idée de conception, parce qu'on voit bien qu'il y a à la fois l'usage, la finalité, mais avant ça, il y a même la conception. Et le BIM dont on parle et qui va maintenant faire la transition avec Anne-Lise, le BIM est censé résoudre l'ensemble de ces préoccupations de conception, d'ores et déjà. Oui? Ou non? Alors qu'est-ce que le BIM peut-être juste oui, alors, pour en donner une définition accessible à des profanes comme... Oui, parce que déjà, pour l'ensemble des assureurs, avant de réfléchir si le BIM va améliorer la conception d'un bâtiment, la première question, c'était déjà voir ce que c'était et en quoi le BIM allait impacter tout simplement l'activité d'assurance au sens large. Lorsqu'on parle de BIM, donc Building Information Modeling au sens anglophone du terme, on parle de mode de travail collaboratif autour d'une maquette numérique. Donc ça veut dire qu'on a un objet virtuel qui est la maquette numérique et c'est la façon dont on va travailler autour de cette maquette numérique de façon interconnectée qu'on va rentrer dans la phase BIM, enfin au sens où on l'entend de façon intéressante, niveau 2, niveau 3, niveau 4 et niveau plus. Donc pour la question du BIM, l'importance pour un assureur, déjà, c'est savoir, première question, quel va être l'impact, les incidences de cette méthode de travail, de cet outil sur l'activité de son assuré. Est-ce que on a une activité qui est impactée avec de nouveaux risques? Est-ce qu'on va avoir des nouvelles responsabilités? Donc ça, ce sont déjà des premiers éléments que l'assureur doit analyser par rapport à son assuré en tant que tel. Après, la deuxième question qui peut également se poser sous le second angle, c'est quel est l'intérêt du BIM pour l'assureur en tant que tel, son métier d'assureur, en tant que souscripteur de risque, souscripteur de contrat, régleur de sinistre et j'ai envie de dire aussi bien côté construction que dommage aux biens. Voilà. Alors, si on parle de l'aspect des responsabilités, qui était quand même un point absolument essentiel, il y a quand même deux choses. Un assuré qui va utiliser le BIM, soit il l'utilise en tant qu'outil, donc au lieu de prendre son papier, son crayon, son papier calque, on va dire, tout simplement il va travailler sous mode numérique. Tout à fait. Donc là, tout va bien. La seule chose près, c'est que du coup, plus on rentre dans le numérique, plus il y a quand même des nouveaux risques de type cyber qui apparaissent. Donc là, la question pour l'assureur, c'est est-ce que mon assuré a une garantie d'assurance pour ce type de risque? Est-ce qu'il est déjà couvert ou pas? Ou est-ce que, en tant qu'assureur
responsable, je dois quand même lui proposer ce nouveau type de garantie. Deuxième question, c'est si il n'utilise pas que en tant que méthode de travail, mais qu'il va plus loin et qu'il prend cette fameuse casquette de B-manager, qui est une nouvelle notion et terminologie qui est arrivée dans la sphère assurantielle. Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est là où, pour un assureur, la question est absolument essentielle. Donc je parle de l'assureur construction. Tout simplement parce que le B-manager, il faut savoir exactement ce que sa mission recoupe. Et en l'état, dans ce que moi j'ai pu voir, en tout cas sur le terrain, on n'avait pas forcément une mission totalement identique en fonction des maîtres d'ouvrage qui font leurs appels d'offres. Vous avez des missions dans lesquelles on a vraiment on va dire, on exige un profil effectivement de pilotage de process, donc assez informatisé, mais en même temps avec une application technique où on demande à ce B-manager d'assurer la synthèse technique et architecturale. Donc on a quand même une application assez forte, on va dire, dans l'acte de construire. Mais également, parallèlement, vous avez des missions de B-manager qui sont demandées avec juste le pilotage du process informatique et exclusivement cela. Donc voilà, process de savoir qui a accès comment les données sont agrégées, la traçabilité des données, la façon dont sont protégées et hébergées. Et ça s'arrête là. Mais bien évidemment, vous savez que les assureurs construction, surtout qu'en ce moment, on est très très chahuté par les juges. Nous sommes toujours très très, vigilants sur le risque de la responsabilité décennale, et on peut se poser la question un jour, lorsqu'il y aura un sinistre décennal et qui proviendra tout simplement d'une réalisation qui sera issue d'une maquette numérique où il y aura eu un bug dans les données, tout simplement parce qu'il y aura eu un virus protection qui relevait de la responsabilité du B-manager, par exemple. Comment le juge se positionnera sur la responsabilité de cet intervenant sur l'aspect décennal. Et donc c'est une question qui est posée. Évidemment, nous n'avons pas les réponses. Et c'est vrai que pour le moment, les assureurs qui sont assez impliqués, il y a certains adhérents qui sont particulièrement impliqués sur ce sujet-là, accompagnent leurs assurés et privilégient effectivement que ce soit leurs assurés qui sont déjà impliqués dans l'acte de construire qui puissent également assumer ce rôle de B-manager. Ça facilite les choses. Juste une petite aparté avec Sébastien. C'est possible un bug dans le BIM, mais sans dévoiler trop la suite, mais c'est possible. Oui, voilà. Ouf. Ça suffit. Non, oui. Sans dévoiler trop la suite, oui. Aujourd'hui, on a très très peu de logiciels, si on parle juste du logiciel de conception, qui ont un niveau de sécurité probablement suffisant. Je parle pas de logiciels en particulier, mais on sait très bien que certains logiciels de conception matériaux ou de conception de façon générale ont beaucoup de bugs. La question, c'est qu'est-ce que va impliquer le bug ? Est-ce qu'il va impliquer un mauvais calcul ? Est-ce qu'il va impliquer un mauvais stockage de la donnée ? Et quelle va être la conséquence ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a peu de concepteurs de logiciels qui s'en soucient déjà. Et les quelques-uns qui vont s'en soucier ne voient pas encore ce que vous venez d'évoquer. Ils ne vont pas voir à 10 ans. Ils vont voir à 3 ans parce que la release suivante, elle est dans 3 ans du logiciel. Après, attention, il faut distinguer le concepteur de logiciel et la personne qui va assumer le rôle de B-manager. Oui. Que le B-manager porte en premier plan la responsabilité qu'il y a un recours après contre le concepteur du logiciel, certes. Le concepteur, jusqu'à maintenant, que Dieu nous en garde, il n'est pas encore. Mais peut-être que dans l'avenir, il sera un jour un constructeur. Vous savez, aujourd'hui, la notion d'ouvrage, maintenant, elle disparaît. Donc, pourquoi pas, hein. On sait combien aujourd'hui de projets ont été réalisés avec BIM, ou en tout cas ont répondu à des appels d'offres sous format numérique. On a une petite idée des volumes ? Alors là, au niveau de la FFA, non, moi j'ai pas d'informations. Après, c'est vrai que le site du PTNB publie chaque année leur baromètre. Alors je l'ai pas en tête pour cette année, mais je sais que en tout cas au niveau du nombre de
de projets qui avaient été lancés par les maîtres d'ouvrage, on était passé quand même à un chiffre assez significatif, aux alentours au moins des 30%. Voilà. Mais là, pour cette année, je ne le connais pas encore. Et est-ce que dans le BIM, parce qu'on imagine bien que le concepteur du bâtiment va dessiner à quel moment, je sais pas, le plombier doit passer, à quel moment l'électricien. Je fais très schématique. Est-ce que les câbles informatiques font partie aussi du programme BIM à prévoir pour un bâtiment connecté? On sait ça? Peut-être Philippe? Alors, pour moi, le BIM, ce sont des outils, mais c'est surtout et avant tout une méthode de travail. C'est-à-dire que c'est de la collaboration entre les différents acteurs. Pourquoi on a besoin de ces outils et de cette collaboration? On l'a bien expliqué, hein, les bâtiments ils deviennent très complexes. On a parlé au début de l'automobile qui s'est complexifié aussi. Hein, quand on était dans les années 60, on ouvrait son capot, on pouvait faire son entretien et bricoler sa voiture tout seul. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. On est parti dans le bâtiment, dans la même chose. Pourquoi on va vers là? Tout simplement pour économiser l'énergie. On va vers des bâtiments qui ne consomment plus d'énergie. Avant, quand on mettait une grosse chaudière, il y avait des fuites, c'était pas grave puisque l'énergie n'était pas chère. Aujourd'hui, on veut le même confort, mais en dépensant zéro. Alors, c'est plus compliqué. Et puis surtout, l'ensemble des acteurs interagissent les uns avec les autres. Si l'électricien fait un trou dans le mur qui détruit ou qui endommage l'isolation, eh bien forcément la performance du bâtiment ne sera pas la même, donc on consommera plus, etc., etc. Donc chaque acteur interagit avec les autres. Et donc on a besoin d'outils pour, au niveau de la conception d'abord, résoudre tous ces problèmes d'interface pour qu'il y en ait de moins en moins au niveau de la construction. Il y aura toujours de la construction. C'est-à-dire qu'il y aura toujours de l'humain derrière. À un moment ou à un autre, il y a des hommes qui construisent. Alors après, on aura peut-être un jour des robots. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas encore ça. Et puis il y aura toujours quand même un peu d'humain. Anne-Lise, Philippe, est-ce que cette méthode collaborative, on a déjà pu identifier quelques risques dans cette nouvelle méthode collaborative du BIM pour l'un et l'autre? Oui, bien sûr. Alors, avant, ou encore maintenant, hein, beaucoup, hein, on s'échange des plans, on s'échange des écrits, du papier. Demain, ou aujourd'hui déjà, on s'échange de la donnée numérique. Donc forcément, dans l'échange, il y a de la data, donc il y a de la transformation, il y a ce qu'on appelle l'interopérabilité, c'est un mot un peu barbare, là, mais qui définit, qui est censé... les données s'échangent facilement, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de les retransformer. Si on a besoin de retransformer les données, on perd l'avantage d'être passé en numérique. L'idée, c'est justement de prendre tel que les données des autres pour pouvoir travailler avec et travailler avec dans son métier et redonner, enrichir la data au fur et à mesure. Donc il y a le risque de la data. Qu'est-ce qu'on a comme autre risque? Moi, je dirais un autre risque majeur, c'est la facilité. Et ça me fait penser du coup au concepteur de logiciels parce que aller de plus en plus vers des choses, vers des logiciels qui vont déjà vous calculer les éléments, qui vont déjà vous donner toutes les informations, l'humain fait que il s'y réfère. Forcément. Avec une perte de compétences à long terme que l'on peut craindre. Ce qui est normal, hein, il ne va pas les vérifier là où il a investi dans quelque chose qui lui donne d'office la réponse au lieu lui de la calculer et donc de la trouver. Et c'est là où, à mon sens, voilà, l'aspect informatique et donc la parfaite connaissance, intégration sans perte, de façon absolument sans erreur de l'ensemble des données est un des facteurs importants. Le risque, c'est d'avoir une entreprise qui prenne pour argent comptant effectivement le logiciel qu'elle utilise et qui l'oriente mal, soit dans sa conception ou soit dans l'exécution qu'elle doit mener. On est déjà dans ce monde-là. Hein.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les calculs de structure se font de manière numérique. Hein. Donc là, on a déjà un peu une boîte noire. On y rentre des données, il sort des choses. Bon, moi, je dirais que pour l'instant, ça se passe. Non, mais c'est sûr qu'on va passer, on va augmenter beaucoup ce genre de situation. Parce que là, si nous parlons de BIM, l'intérêt du BIM, c'est d'être un BIM niveau plus, c'est-à-dire que demain, le papier disparaît et on n'est plus qu'en méthode de travail collaboratif avec des interconnexions et que de la donnée. Il y aura même plus, même sur la traçabilité derrière. L'objectif, c'est quand même d'avoir à un moment donné une maquette qui sera consultable et qui vous permettra de retracer toute l'historique de la construction, de savoir qui a fait quoi, des éléments qui ont été intégrés et quelque part même de diminuer peut-être l'intérêt des expertises, puisqu'on aura déjà de façon totalement transparente l'historique de la construction de l'ouvrage. Est-ce que c'est une erreur de conception? Est-ce que c'est une erreur de réalisation? Le risque décennal existe sur le bâtiment connecté. Qu'est-ce qu'on a comme exemple à l'esprit? Écoutez, quand vous avez des fenêtres qui sont installées dans tout un immeuble de bureaux et que sur chaque fenêtre, vous avez des capteurs pour justement mesurer, savoir combien de temps ces fenêtres sont ouvertes ou pas pour pouvoir gérer l'intérieur du bâtiment, et que quand vous changez une fenêtre, parce que comme les capteurs sont liés entre eux, vous changez une fenêtre, qu'il y a un seul problème, vous êtes obligé de changer toutes les fenêtres parce que ce sont des fenêtres avec des capteurs intégrés, le risque il est multiplié par XXX. Et je ne fais pas de mauvais jeu de mots. Et celui qui change la fenêtre, il doit avoir peut-être une compétence supplémentaire, puisqu'il ne faut pas qu'il oublie de relier le capteur. Et dans le cadre d'un dégât des eaux demain, est-ce que le BIM va aussi aider le gestionnaire sinistre IRD sur la prise en compte de son sinistre et de son assuré? On attend beaucoup du BIM aussi à ce niveau-là? Alors là, côté assurance dommages aux biens, le BIM effectivement est vu comme un fabuleux outil à terme de connaissance de toute façon de l'objet assuré, donc de connaissance de son contenu, de son contenant, un outil qui va permettre donc de favoriser d'autant plus facilement les actes de prévention que les assureurs aujourd'hui prodiguent au niveau de leurs assurés, mais là d'autant plus que on aura la représentation du bâtiment. Je pense que ça permet surtout également en amont à l'assuré justement de surveiller d'autant de plus près la façon dont son bâtiment est exploité, la façon dont son bâtiment effectivement est maintenu, et de détecter au plus tôt des problèmes d'étanchéité ou de défaillance de joints ou d'autres choses. Donc pour les assureurs dommages aux biens, c'est en principe un espoir d'amélioration à terme sur ce volet-là. On voit qu'il y a un enjeu de coopération, de collaboration. Philippe, est-ce que la donnée reste fiable néanmoins? Parce que c'est aussi une question clé. Il y a beaucoup de données. Est-ce qu'elle est fiable? Comment la fiabiliser? C'est difficile de répondre à cette question parce que aujourd'hui, aujourd'hui, on a essentiellement des gens, des projets sur lesquels il y a plusieurs maquettes. On n'est pas encore dans des projets où il y a une seule base de données. En général, il y a pas tous les acteurs, mais une partie des acteurs qui utilisent des outils numériques, qui construisent la maquette de leur métier. Donc il y a la structure, essentiellement la structure, peut-être le système de ventilation, peut-être chez l'électricien ça va être les chemins de câbles, des choses comme ça. Et au niveau, il y a un moment où on les réconcilie pour voir éventuellement les clashs. On les réconcilie pour faire un DOE au maître d'ouvrage. Mais il n'y a pas, à ma connaissance, aujourd'hui, de projet où il y ait un seul centre unique de données. Alors après, la fiabilité de la donnée, elle dépend de chaque acteur. Voilà, aujourd'hui, c'est un peu ça. On est loin encore de la connectivité énoncée. L'hyperconnectivité. On est encore beaucoup dans l'échange.
je vais faire la différence entre l'échange et le partage. Aujourd'hui, on est plus dans l'échange. Demain, on sera peut-être dans le partage. Enfin, en partie. Parce qu'il y aura toujours des données qui resteront chez chaque acteur, puisque c'est son métier. Est-ce qu'il n'y a pas un enrichissement aussi à retirer à l'analyse demain du cycle de vie d'un bâtiment? Est-ce qu'on peut en avoir un gain sur la gestion future d'un bâtiment et dans sa maintenance et dans sa gestion de sinistres? Alors moi, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. C'est-à-dire que de prendre, de faire des analyses de cycle de vie, puisqu'on prend chaque élément et l'ensemble de ces éléments réunis dans un bâtiment sur l'ensemble de la vie du bâtiment. On sait aujourd'hui qu'un bâtiment dans sa maintenance, ça dure longtemps quand même, parce que la conception d'un bâtiment en général c'est 50 ans, la plupart vont au-delà. Donc on dépense beaucoup plus d'argent pendant la période de maintenance que pendant la période de construction. Or, ce qu'on dépense pendant la période de construction a de l'influence sur la période suivante. Donc de pouvoir avoir une maquette numérique, c'est-à-dire une sorte d'avatar du bâtiment avant qu'on l'ait construit, et d'avoir des logiciels qui permettent de calculer toutes ces choses-là, ça peut entraîner, oui, forcément des changements, et notamment des choix de conception différents, alternatifs, qui peut-être plus chers, mais qui sur le global, pour le maître d'ouvrage, seront plus économiques. On parle de coûts. Est-ce que on a une idée de ce qui coûte plus cher pour gagner demain? Est-ce qu'on simule déjà aujourd'hui économiquement? Est-ce que c'est performant d'avoir un bâtiment connecté, ou est-ce qu'il vaut mieux construire à l'ancienne? Ce que je sais là-dessus, c'est qu'on n'en est qu'au début. Oui, tout à fait. Simplement sur les questions de l'utilisation du BIM en lien avec l'analyse en cycle de vie, en particulier sur la conception, là où on peut gagner du temps pour les bureaux d'études, et donc j'imagine derrière des coûts et du temps de travail, c'est sur la ressaisie des données dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va avoir une première saisie peut-être par l'architecte pour faire une démonstration à son maître d'ouvrage, son client, une seconde par l'entreprise qui s'occupe des réseaux, le thermicien, le bureau d'ingénierie structure. Et ce qui se profile dans le bâtiment pour la prochaine réglementation, c'est la prise en compte de l'impact carbone du bâtiment. Donc cet impact carbone qui est calculé au travers d'une analyse en cycle de vie, qui suppose d'avoir l'intégralité des métrés, de l'inventaire complet de tout ce qui a été utilisé pour la construction de cet ouvrage, pour pouvoir faire quantité multipliée par impact carbone, multipliée par renouvellement sur 50 ans, égale l'impact carbone global de mon bâtiment. Et donc si en plus, grâce au BIM, on peut imaginer avoir le moins de ressaisie possible, ce qui est aujourd'hui une vraie thématique, ça prend un temps fou. Surtout sur des projets pionniers, évidemment, où on découvre tous un petit peu ce mode de fonctionnement, on va pouvoir avoir un gain de temps et de coûts sur les études, en tout cas. Et on pourra mettre en concurrence différentes solutions de conception de bâtiments, et de voir celle qui a l'impact carbone le plus faible. Et comme on pourra le faire de manière à des coûts raisonnables, parce qu'aujourd'hui, effectivement, se lancer dans une étude comme ça, c'est très long. Comme ça devait l'être au tout début de la prise en compte de l'énergie et de l'impact énergétique dans les bâtiments. Le N de la loi Elan, il est numérique. Est-ce qu'il y a 2-3 impacts sur la construction? Non. Ça a été un bon sujet pour les... Super. Merci de la question. Moi, la loi Elan, je la vois avec les amendements sur la jurisprudence des Sénats. Je ne le vois que ça. Mais oui, effectivement, il y a un volet sur le carnet numérique du logement. Oui, tout à fait. Et voilà, président du PTNB, Bertrand Delcambre, est extrêmement impliqué à ce niveau-là, et suivi, je sais, par le gouvernement pour pouvoir enfin avoir un carnet numérique, puisque ça va dans le sens du projet numérique et de la facilitation, en fait, tout simplement, de la construction du bâtiment. Jean-Gabriel, une remarque à ce stade ou... Non, il n'y a pas de remarque, si ce n'est qu'on a beaucoup insisté sur la
quantité de données assez importante qui est stockée. Bien sûr, ces données, il faut ensuite pouvoir en faire quelque chose. Et ça n'est pas, ça n'est jamais évident. Il faut qu'il y ait un objectif bien précis dans chaque quantité de données. Effectivement, et puis l'interconnexion, effectivement, des différents types de données, ça viendra certainement avec le temps, mais ça n'a rien d'évident. Et puis, effectivement, un souci qui a été évoqué, c'est que du point de vue physique, bien sûr, le risque, c'est que ces capteurs s'usent et que sur une durée de 50 ans, qui est plus... voilà. Parce qu'on est quand même sur des durées qui peuvent être assez longues. Et quand je dis 50 ans, ça peut être plus. Donc là enfin, mais ça, c'est un autre problème. Puis aujourd'hui, on est dans le bâtiment, puis après, on sera dans le quartier connecté, puis après, la ville connectée, la ville durable, le monde durable. Tout ça, effectivement, requiert beaucoup de données, et peut-être qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec les données. Et Stéphanie, vous allez, s'il vous plaît, d'abord nous parler de la donnée, et puis d'une certaine catégorie de données qui est susceptible de concerner tous les assureurs de cette salle. Alors, oui, merci. Issem, la présentation. En fait, je vais m'éloigner du BIM parce que les données en question, je pense qu'elles n'apparaissent pas tellement dans le BIM, elles apparaissent plutôt dans la maison connectée. Et donc, on s'interroge si, avec toute la complexité à laquelle il faut déjà faire face dans la construction de ces bâtiments et de ces objets connectés, est-ce qu'il faut véritablement s'intéresser à cette nouvelle réglementation dont on entend tant parler à la radio et à la télévision, qui est le RGDP. Le RGDP, c'est... c'est peut-être un peu petit, mais c'est un règlement européen sur la protection des données personnelles. Et on peut se demander en quoi ça peut concerner ce monde-là dont on parle actuellement. La raison pour laquelle on en parle, c'est déjà parce que cette réglementation est européenne, elle est directement applicable depuis le 25 mai dans tous les pays et elle impose des sanctions phénoménales. Donc, même si la réglementation en elle-même n'apporte pas des choses nouvelles, le niveau des sanctions, lui, est nouveau et fait que les acteurs du monde de la maison connectée, des objets connectés, peuvent plus maintenant... ne plus s'y intéresser. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? C'est où ça? D'abord parce que donc, certaines de ces données, et c'est plutôt celles dont on parlait au départ, elles concernent des personnes. Ce n'est pas les données qui servent à construire un bâtiment ou à trouver les meilleures solutions, mais c'est les données qui vont faire du logement quelque chose de confortable, de sûr, qui vont peut-être aider les personnes à mobilité réduite dans certains types de bâtiments. Voilà, donc, au sein des bâtiments et des constructions, vous allez donc avoir des capteurs qui vont communiquer avec d'autres systèmes. Et ces capteurs peuvent indirectement donner des informations sur des individus ou sur un foyer. Je veux dire, on est bien conscient que maintenant, sur la base de l'analyse de l'activité, de ce que fait un foyer sur un ordinateur, on peut savoir qui il y a dans le foyer, c'est-à-dire est-ce que c'est une famille monoparentale, est-ce qu'il y a des enfants, voilà. Dans un bâtiment, on va aussi pouvoir, grâce aux objets connectés, avoir un certain nombre d'informations sur la vie des gens, sur éventuellement leur pathologie. Est-ce qu'ils sont malades, est-ce qu'ils ne sont pas malades? Voilà, donc qu'est-ce que c'est qu'une donnée? Une adresse IP, c'est une donnée. Le numéro d'un boîtier, ça peut être une donnée s'il est connecté aux données qui sont collectées à partir de ça. L'état de santé, enfin voilà. Donc tout ça, ce sont des informations qui ne sont pas propres au bâtiment seulement, mais qui sont propres aussi aux individus. Et on a pu voir que certaines de ces données, si elles sont appropriées, elles peuvent créer un danger pour les personnes. C'est évident que si on vous vole votre numéro de carte bancaire, il y a un danger pour vous. Mais si on connaît vos habitudes, on pourrait vous influencer dans vos choix politiques, comme ça a été le cas très récemment au cours du scandale de ce que faisait Cambridge Analytica, qui essayait d'influencer les votes dans un certain sens. On peut influencer vos modes de consommation, on peut, c'est pas le cas pour un bâtiment, mais on peut vous pousser à aller faire le djihad ailleurs parce qu'on connaît vos habitudes et vos préférences.
Je pense que la plupart des gens ne sont pas conscients du niveau d'intrusion, mais ça vient aussi du fait que grâce à l'énorme quantité de données qu'on peut collecter, on peut les combiner aussi avec des données d'autres sources, hein, et en savoir plus sur vous-même que vous ne savez vous-même. Et même si on ne sait pas aujourd'hui ce qu'on va faire de ces données, on le saura peut-être demain, ce qui était aussi, ça revient au scandale des révélations de Snowden, où on disait que les services secrets américains gardaient plein de données, ils ne savaient pas encore ce qu'ils allaient en faire, mais peut-être qu'à l'avenir, ils trouveraient bien. Donc ces données, elles sont protégées par cette réglementation. Donc une donnée personnelle, c'est la verte, oui. Ah, c'est l'autre verte. Donc une donnée personnelle, c'est toute donnée qui, même si elle ne comporte pas un nom, peut indirectement se rapporter à une personne ou à un groupe de personnes. Donc ça va vraiment extrêmement loin, et c'est pour ça que des données techniques dans un certain nombre de boîtiers vont être considérées comme des données personnelles, alors que personne ne l'aurait même envisagé dans le monde économique. Et ce qui est traité par réglementation, c'est ce qu'on appelle le traitement des données personnelles. C'est aussi bien le fait de simplement les stocker, de les traiter, de les organiser, de les partager avec d'autres gens. On dit que certaines données, on pourrait les réutiliser à l'avenir, mais quand vous étiez d'accord pour donner certaines données aujourd'hui, vous n'aviez pas envisagé qu'elles puissent être utilisées pour quelque chose de totalement différent. Donc, tout ça, ce sont des choses qui sont réglementées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'elles sont réglementées ? Malheureusement, en plus de la réglementation, pour vous en particulier dans ce contexte, ce qu'il est intéressant de savoir, c'est qu'il y a un organisme de contrôle qui s'appelle la CNIL, qui est donc la Commission informatique et nationale informatique et liberté, qui, dans le domaine des objets connectés, a déjà produit ce qu'ils appellent des packs de conformité. C'est une documentation où elles expliquent comment la réglementation va s'appliquer aux objets connectés. Et là, les deux packs qui ont été produits qui peuvent nous intéresser dans le contexte dans lequel nous sommes, c'est le pack des compteurs connectés. Et vous avez déjà, j'imagine, tous beaucoup entendu parler des arguments au sujet de Linky et de combien de données ils collectent. Est-ce qu'on est vraiment conscient de la fréquence, de l'utilisation qui en est faite à titre commercial et tout ça. Et le deuxième pack qui est sorti, c'est sur la Silver Economy, donc beaucoup autour de tout ce qui est installé dans la maison pour aider les seniors à vivre plus confortablement. Stéphanie, alors parlez-nous du in-in, in-out, in-out-in, et en quoi ça peut nous être utile ? Alors, ce qui est intéressant par rapport à ce qui a pu être dit sur les capteurs et tout ça, c'est que la CNIL envisage 3 types de scénarios sur ce genre d'objets. Le premier, c'est un objet qui ne ferait qui serait entièrement sous le contrôle de la personne qui est à la maison. Il collecte des données, mais la donnée ne sert que à la personne à la maison. Ça peut être le frigidaire intelligent qui dit à la personne qu'il n'y a plus de beurre dans son frigidaire. Le niveau, les alarmes de dysfonctionnement de certains outils. Mais le cas le plus fréquent et qui va nous intéresser, c'est les 2 autres scénarios, c'est-à-dire le cas dans lequel l'objet à la maison va transmettre l'information à quelqu'un d'autre, pas forcément sur Internet, c'est pas ouvert à tout le monde, pas comme les enceintes intelligentes qui permettent à tout le monde d'entendre ce qui se passe chez vous, mais qui vont alerter un centre spécialisé, comme par exemple, je ne sais pas, la société qui a besoin de savoir qu'il y a un dysfonctionnement avec la climatisation, elle va être informée automatiquement. Et puis il y a le 3e modèle, qui est le in-out-in, dans lequel, une fois alerté, l'organisme qui reçoit l'information va à distance faire quelque chose sur l'objet en question. Et ces scénarios, évidemment, ont tous des implications différentes et la réglementation doit s'adapter aux différents cas de figure. Sébastien, du in-in, quel serait l'intérêt ? Est-ce que vraiment ça existe aujourd'hui, ce scénario ? Du vrai in-in, je dirais qu'on peut supposer que les compteurs connectés seraient du in-in, c'est-à-dire qu'ils vont collecter de la donnée et l'envoyer uniquement chez Enedis. Non, ça c'est pas in-in. Mais on pourrait, oui, enfin, le in-in en soi-même directement, c'est très rare, parce qu'en fait, même quand on prend aujourd'hui, vous avez sûrement vu passer dans la presse, il y a une semaine ou 2 encore, le fait que même si on désactive la localisation dans les téléphones,
quel que soit le téléphone, je ne donnerai pas de marque, eh bien l'éditeur du système du téléphone sait quand même où vous êtes. Donc, on ne peut pas imaginer un frigidaire qui n'est connecté à rien, ça n'a plus d'intérêt à part dire il n'y a plus de beurre, mais pour savoir qu'il n'y a plus de beurre, il faut qu'il ait eu une intelligence comme quoi c'est du beurre. Donc pour ça, il lui faut une base de données comme quoi c'est du beurre. Alors si la base de données elle reste en local dans le frigidaire, je veux bien, sauf que la marque elle va peut-être changer, elle n'est peut-être pas dans la base de données, il va falloir mettre à jour la base de données. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui vont faire l'effort d'aller mettre à jour eux-mêmes la base de données du frigidaire? Je pense pas. On voit aujourd'hui que les objets, c'est quoi? Ce sont des micro-capteurs, des microcontrôleurs. J'aimais bien l'image des données aujourd'hui et de l'histoire du Mac qui a 25 ans. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a dans ces objets par rapport à un ordinateur, c'est ridicule. Il y a très peu de mémoire, il y a très peu de puissance de calcul. La seule chose que ça va faire, ça va chercher de l'information, ça envoie de l'information à l'extérieur dans une base de données et ça la rapatrie. Hein, tout le monde a dû connaître, ou beaucoup de gens ont dû connaître le fameux lapin connecté. Ça a été le premier objet vraiment en France qui a démocratisé la chose. Il servait à rien, hein, juste à bouger ses oreilles. Aujourd'hui, on a d'autres objets qui servent plus ou moins, les fameux capteurs des fenêtres. Eux vont envoyer une information, mais en interne, il faudra être physiquement dans la maison pour voir que le capteur est rouge. Il y a peu de chances que Madame Michu, comme je le dis souvent, s'intéresse à sa fenêtre qui est fermée ou ouverte. Elle le sait si elle est dans la maison. Qu'elle a plus de beurre dans son frigidaire, elle le sait aussi. L'intérêt de Madame Michu, c'est qu'elle achète un frigidaire chez Amazon, qui a un bouton automatique Amazon, qui commande automatiquement sur Amazon. Enfin, je veux dire, ces scénarios-là. Avec du service derrière, c'est quoi. l'usage. Après, on va la donnée personnelle, la sécurité. Il y a beaucoup à dire de ces choses-là. On va poursuivre avec Stéphanie. Juste une anecdote, nous avons un chef de projet digital dans la salle qu'on peut qualifier un geek, et il avouait lors du dernier déjeuner que lorsqu'il téléphonait, il débranchait la Google Home pour ne pas être écouté. C'est dire. Pardon. Stéphanie, à vous. On poursuit. Je suis étonnée qu'il en ait une. Je ne trahis pas de secret, Sovit. C'est pour ça que dans les conseils, dans la plupart des réunions confidentielles, personne n'emmène son téléphone portable dans la salle. Hein. Normalement. Ouais, normalement. J'ai perdu le fil. Ah oui, donc juste pour vous dire, bon, maintenant qu'on connaît des généralités, je voudrais juste vous donner un petit avant-goût de la douleur que ça représente de respecter cette réglementation. C'est très douloureux, c'est très compliqué. C'est à la fois une réglementation qui impose des normes techniques, enfin pas vraiment des normes, des obligations au niveau technique, mais qui nécessite aussi d'avoir des connaissances juridiques, parce que le texte est extrêmement lourd et indigeste. Mais fondamentalement, ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est un texte dit de compliance, donc de conformité, c'est-à-dire qu'il faut suivre des processus, mettre en place un certain nombre de choses, et dès lors qu'on ne le fait pas, même s'il n'y a pas de préjudice, on peut être sanctionné pour ne pas avoir mis en place ces processus. Donc, c'est vraiment embêtant parce que c'est pas évalué par rapport à la survenance d'une sinistralité. C'est vraiment, il faut respecter la règle, point, à défaut de quoi on pourrait être sanctionné par les autorités. Alors, ça consiste d'abord dans le fait d'avoir une documentation. Ça consiste dans le fait d'être transparent, d'informer les gens, dans certains cas de demander leur consentement, de leur permettre de retirer leur consentement. Ça consiste à ce dont on parlait tout à l'heure, il me semble, de faire de la protection de la donnée dès la conception, par défaut, et de mettre en place des mesures de sécurité apparemment difficiles aujourd'hui d'atteindre compte tenu des objets, mais qui soient proportionnelles au risque. Plus l'information est sensible, plus il doit y avoir de protection. Il faut signer des contrats avec tous les acteurs avec lesquels on interagit, et ces contrats, la réglementation prescrit un petit peu ce qu'il doit y avoir dedans, donc on n'a pas beaucoup de flexibilité.
Il faut s'interroger lorsqu'on utilise des outils informatiques s'ils sont dans le cloud. Est-ce que les données vont hors d'Europe, parce qu'on considère que nous, on est tellement protecteurs que dès que ça quitte notre bulle protectrice, il faut davantage de protection. Et donc, tout ça, c'est un processus long, douloureux et lourd qu'il faut mettre en place en amont, parce que c'est parfois difficile de le faire après coup, et qui risque donc d'avoir un impact sur tous ceux qui veulent mettre en place des outils intelligents dans la maison. Très rapidement, Philippe, en préparant cette réunion, il y avait eu les premiers cas de l'intégration de la RGPD dans un développement BIM, quoi, dans une conception BIM. C'était vraiment tout nouveau, là, ce qu'on avait évoqué. Hein, ça rentre, quoi. Oui, c'est vraiment c'est tout neuf, quoi. Il faut un BIM manager, il faut un RGPD manager maintenant dans la conception d'un bâtiment, quoi. Un DP, ouais, c'est autre chose encore. Normalement, quand on fait la conception, quand on est sur un projet, les données, elles sont accessibles qu'au membre du projet. Donc à un nombre restreint de... Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de ce règlement, mais voilà, on échange des données dans un cercle a priori fermé et avec des règles mais il y a des gens qui sont dans la convention BIM. Après, il y a toujours il peut y avoir des ouvertures non prévues, des échanges mal gérés, que sais-je, puisqu'il y a un moment où la donnée, elle transite. Donc voilà. On peut poursuivre. Ça, et puis il va y avoir des gens qui vont peut-être vouloir avoir accès aux données, comme les assureurs. Je veux dire, on travaille beaucoup aussi sur les véhicules qui sont soit des outils connectés, soit embarqués. Rien que sur l'airbag, il y a des informations qui permettront de dire comment se comportait le conducteur lorsqu'il y a eu l'accident. Donc, à partir du moment où la donnée n'est pas qu'une donnée d'un objet, mais aussi la donnée d'une personne, se pose le problème de est-ce que je peux avoir accès, à quel titre j'ai accès, quels sont les droits des personnes que je dois respecter lorsque je demande à avoir accès, qui y a accès, est-ce que c'est seulement l'assureur, est-ce que c'est le constructeur, est-ce que c'est le sous-traitant, est-ce que c'est le manager du bâtiment. Donc toutes ces données personnelles, on voit leur utilité dans un premier temps, mais elle peut s'étendre énormément et beaucoup de gens ont de l'appétence pour ces données et la personne doit être protégée. Et quelles sont les sanctions ? Alors les sanctions, elles sont de différentes natures. Elles sont la raison pour laquelle on parle beaucoup de cette réglementation, parce que la CNIL peut infliger des sanctions financières qui peuvent aller jusqu'à 20 millions d'euros et 4% du chiffre d'affaires mondial. Alors évidemment, ces chiffres sont énormes et ils ont été plus envisagés pour des GAFA que dans le domaine de la construction. Mais pendant longtemps, les sanctions en France, elles étaient dans les 10 000, 3 000 euros, 30 000 de temps en temps, et personne ne respectait la réglementation. Or, les enjeux sont significatifs et dorénavant, le montant des sanctions va s'élever. Dans certains pays, c'était déjà le cas. Après, ça dépend vraiment de ce qui peut se passer. Mais en dehors des sanctions qui seront infligées par la CNIL, et la CNIL, c'est une autorité, donc la sanction, elle vient beaucoup plus vite que devant un tribunal. Hein. C'est pas en 2 ans, plus appel, plus machin. C'est en quelques mois, la sanction peut tomber. Il y a aussi le risque que l'autorité vous dise « c'est fini, vous n'avez plus le droit de traiter ces données ». Donc si ces données ont malheureusement une répercussion pour l'individu, mais aussi servent à gérer un bâtiment, alors c'est carrément la catastrophe. Donc il faut anticiper ce que ça peut avoir. Alors, par ailleurs, les risques en dehors des sanctions, c'est d'abord, il y a aussi des sanctions pénales, mais la loi française qui vient d'être adoptée pour accompagner le règlement a décidé que pour les actions de groupe, qui donc étaient introduites par ce règlement, il pourrait y avoir aussi des actions de groupe pour demander des dommages et intérêts. Alors jusqu'à présent, on ne sait pas trop quel pourrait être le préjudice subi par un individu, mais s'il s'agit d'1 million d'individus et qui ne demandent que 1 euro, ça peut quand même faire énormément de mal. Donc parmi toutes ces questions-là vont revenir aussi au niveau des assurances. Comment est-ce qu'on va faire pour indemniser du risque de l'action de groupe, surtout qui peut être totalement disproportionné par rapport au véritable préjudice subi collectivement. Est-ce qu'on peut ou non assurer des sanctions administratives ? On sait qu'on ne peut pas le faire pour des sanctions pénales. Sur les sanctions administratives, il y a peut-être un doute.
Peut-être. Il y a des positions dans les deux sens. Voilà. Donc, tout ça, ça peut avoir un impact. C'est pour ça, ça peut sembler trivial, ça peut sembler très éloigné des préoccupations dans ce domaine. N'empêche que les conséquences sont très importantes et qu'on ne peut pas ne pas les intégrer dès le départ. Voilà. Et je voudrais juste ajouter une petite contrainte supplémentaire. Je ne sais pas comment on revient en arrière. Oui, en arrière. C'est que cette réglementation impose maintenant aussi lorsqu'il y a un incident, par exemple quelqu'un qui a pénétré dans le système ou le système est corrompu et ne fonctionne plus et que ça peut avoir un impact pour les individus, de notifier cet incident dans les 72 heures de la connaissance de l'incident aux autorités. Ce qui crée à nouveau tout un tas de contraintes énormes. Ça existe déjà depuis des années aux États-Unis. Ça peut coûter très cher à une entreprise de gérer ce genre de situation parce que généralement, ça adjoint un juriste, un informaticien, un spécialiste des relations publiques. Parce que dans certains cas, il faut non seulement notifier aux autorités, mais aussi aux personnes. Alors ça semble plus évident quand on a perdu des numéros de carte bancaire ou des numéros de sécurité sociale. Je ne sais pas dans le bâtiment connecté si ça peut vraiment avoir une conséquence pour les personnes. Mais là aussi, c'est tout un nouveau domaine et des coûts qui pourront peut-être devoir être assurés parce que ça va représenter un certain coût. C'est déjà le cas aujourd'hui pour certains clients. Dans le domaine du bâtiment, je ne sais pas, mais pourquoi pas. Mais qui doit faire la déclaration alors? C'est l'assureur qui reçoit la déclaration de sinistre, par exemple? Alors, bien évidemment qu'il faut avertir son assureur, mais l'obligation d'assurer, elle repose sur la personne qu'on a appelée par un barbarisme dans la réglementation, le responsable du traitement. Il y a deux acteurs principaux dans la réglementation. Le premier, c'est le responsable du traitement. Le deuxième, c'est le sous-traitant. Alors, sous-traitant, dans la construction, attention à ce mot, parce que ça ne veut pas du tout dire ça en matière de données personnelles. Le responsable du traitement, c'est celui qui décide de mettre en place un système qui collecte des informations, pour quel but et avec quels moyens. Le sous-traitant, c'est celui qui exécute sur instruction pour que ce système existe. Et les deux ont des responsabilités. Les deux encourent des risques de sanctions. Les deux ont des obligations. Mais celui qui emporte la plus lourde responsabilité, c'est le responsable de traitement. Donc, un des enjeux qui va être particulièrement difficile, vu le nombre de personnes et d'acteurs qui interagissent sur ce genre de dossier, c'est de savoir, mais qui diable est le ou sont les responsables du traitement. Ouais. Merci beaucoup Stéphanie. Sur les RGPD, plus clair. Heureusement quand même pour nous, c'est que dans ce monde hyper-connectivité, tous les objets, tous les bâtiments sont hyper protégés, Sébastien. Bien sûr, sinon on ne serait pas là. En fait, non. Pour être clair, aujourd'hui, je pense que la cybersécurité, on en entend beaucoup parler. On entend beaucoup parler de vol de données. Il y a eu les premières effectivement sanctions de la CNIL là sur des rapports au RGPD parce qu'il y a des sociétés qui vendent des lunettes qui ont laissé traîner les ordonnances ainsi que l'ensemble des données accessibles à tout le monde. Ils se sont fait prendre, je crois, 150 000 € d'amende, plus un rappel. Enfin bon, on entend parler de tout ça et on se dit, bon, ben, effectivement, encore heureux, on a des réglementations, on a beaucoup d'acteurs dans la sécurité physique. Donc il y a forcément beaucoup d'acteurs dans la sécurité informatique, vu qu'aujourd'hui l'informatique est au cœur de notre vie en fait. On ne peut pas dire qu'on n'a pas d'informatique. Vous êtes tous assureurs, donc vous avez tous un service informatique, vous avez tous un responsable sécurité qui vous embête beaucoup parce qu'il ne vous donne pas accès à un certain nombre de choses. Donc vous vous dites que effectivement tout est protégé. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, la prise en compte de la sécurité intervient beaucoup trop tard. On arrive à un moment, on se dit, bah tiens, et la sécurité dans tout ça? Ah bah ça doit être inclus dans l'objet, ça doit être inclus dans le logiciel, ça doit être inclus, quoi. Enfin, il y a une norme européenne, il y a une norme française, ils doivent inclure la sécurité. En fait, il y a très très peu d'équipements aujourd'hui qui ont ce tampon, ce sceau sécurité. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué. La société qui va développer le capteur innovant qui dit que la fenêtre est ouverte à 5%, à 10%, à 20%, qui envoie une information au store pour se baisser parce qu'il y a trop de lumière ou je ne sais pas quoi, cette société, elle n'a pas le temps d'intégrer la sécurité parce que c'est
une personne qui a eu une idée au fin fond de son garage, comme on pourrait s'y attendre, qui a développé un super truc, qui a été racheté par je ne sais quel équipementier, qui a intégré ça dans sa chaîne et qui produit au fin fond de l'Asie le composant, qui a intégré un autre composant, qui a encore intégré un autre composant, et au final, il n'y a pas de sécurité. Alors bien sûr, le RGPD nous impose du Secure by Design. Seulement, le Secure by Design, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, c'est dès la conception. Et la conception aujourd'hui, on voit qu'on a beaucoup de mal à aujourd'hui arriver en amont des projets, et je parle que des projets informatiques, je parle même pas des projets annexes. Si vous discutez avec vos responsables sécurité ou les gens qui font de la sécurité informatique, ils ont déjà du mal, à avoir des ressources pour aller inspecter les projets, et dans les projets, être au courant du projet. Et je ne parle que de projets informatiques. Alors imaginez une PME qui est expert dans je ne sais quel matériau innovant, trouver un expert en sécurité qui a forcément un coût, à intégrer dans son projet, c'est encore plus difficile. Donc, bon, les données en elles-mêmes, on va essayer de les protéger au maximum. Dans les systèmes d'information assurantielle, on va dire qu'on va espérer qu'elles soient bien protégées. Je ne vais pas vouloir me faire d'ennemis ou d'amis aujourd'hui. Mais, pareil dans la banque, même si on entend parler de beaucoup de problèmes. Donc, le stockage de la donnée, la fiabilité de la donnée, hein, parce que la donnée, elle est stockée. Là, quand on entend parler de fiabilité de données, c'est est-ce que la donnée est là? Est-ce qu'elle a la bonne valeur? Pour rejoindre les problèmes en construction aussi. Tout ça, ça pose des gros problèmes. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas la première préoccupation. On va mettre la donnée, malheureusement, on ne va pas pouvoir la mettre dans un cloud en dehors de France, parce que je ne sais quelle réglementation nous l'impose à ce moment-là. Peut-être pas en dehors de l'Europe, parce qu'il y a encore un autre problème avec le RGPD. Or, effectivement, ça va apporter de la sécurité, parce qu'on va mettre la donnée à plusieurs endroits. Après, cette donnée qui est à plusieurs endroits, effectivement, elle est à plusieurs endroits, mais la fiabilité en termes d'intégrité peut être compromise en la mettant à plusieurs endroits, parce que cet endroit est moins sécurisé. Donc, c'est complexe malgré tout sur des choses très très simples. Et on parle que de fiabilité de la donnée. J'ai tout à l'heure évoqué la fiabilité du logiciel. La fiabilité du logiciel qui fait le calcul, bien sûr, on ne va pas refaire le calcul. On ne va pas le refaire. Si l'ordinateur prend 10 minutes, peut-être qu'à refaire à la main avec la meilleure calculatrice, et encore, il faudrait être sûr que la calculatrice calcule bien, que notre formule est bonne, que notre cerveau est bon. Donc on va pas remettre en cause toutes ces choses-là. Et la sécurité, la protection des données, c'est extrêmement compliqué. Après, on parle de protection des échanges aussi. La protection des échanges, le capteur qui envoie de l'information. Je me trouve à côté du capteur, j'ai mon téléphone, avec un petit composant, je vois la donnée qui passe. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Ça va peut-être m'apporter la possibilité d'ouvrir ou de fermer la fenêtre. C'est peut-être pas grave. Un portail ou... Ça peut être votre portail de garage. Avec 20 ou 30 euros, on arrive à décoder une trame et on arrive à ouvrir une porte. Voilà. Enfin, bon, vous allez peut-être avoir peur, vous allez peut-être dire je repars dans le Larzac, j'arrête tout ce qui est connecté, j'éteins mon téléphone. Bon, on a quand même des solutions, il y a beaucoup de solutions. Encore une fois, il faut mettre la solution en face du risque. Et on a des méthodologies, on a un certain nombre de choses, mais je pense que le point important, c'est qu'il faut venir très tôt. Parce que si on est sur de la sinistralité, c'est trop tard. Le mal est fait. On sera là juste pour quantifier les choses. Moi, j'interviens sur les deux côtés. J'interviens sur le côté amont dans certaines entreprises et j'interviens dans le côté on a un problème. Chef, on a un problème. D'où vient l'intrusion? D'où vient le problème? Et là, derrière, la conséquence, elle n'est pas facile parce que les experts juridiques, les experts techniques, on ne sait pas tout. Les logiciels, les matériels à mettre en œuvre pour investiguer, pour savoir si
La vidéosurveillance qu'on a mis en place, c'est normal qu'on ait perdu le fichier. Est-ce que c'est normal qu'elle l'envoie à l'autre bout du monde? Est-ce que la voiture qui a eu un accident, la voiture électrique qui a eu un accident, elle a bien vu la plaque devant lui? Enfin, il y a plein de sujets qui font que ça sera trop tard. Donc, intervenir en amont, dans la conception, intervenir tout au long du projet aussi. Et là, on parle de 50 ans dans un bâtiment, on ne parle pas de 3 ans comme dans le logiciel. Tous les logiciels aujourd'hui, c'est des plans à 3, allez, 5 ans. Et on va peut-être dire 10 ans dans certaines administrations, parce qu'on est plus proche du financier. Hein. Vous savez que les données financières, on doit les maintenir un certain temps. Donc on va dire 10 ans. Il y a des projets dans la banque, effectivement, qui mettent 1 an et demi à se déployer. Donc le logiciel, on l'a pendant 10 ans. Mais là, on parle de 4, 5, 6 fois plus. La fiabilité déjà des logiciels d'hyper-trading qui calculent, vous savez, en ultra seconde, super rapidement s'il faut investir à droite ou à gauche pour gagner un demi-dollar par action sur... Voilà. Ces logiciels, ils ont une fiabilité assez faible sur certains points. Donc les données sont mal protégées, en fait. Aujourd'hui, les données sont mal protégées. Mais malgré tout, on est aussi un peu tous fautifs de cette protection des données. Hein. C'est bien, les Google Home, les Alexa et autres, c'est super génial. Alors moi j'adore. Hein. Je dis à mon Google Home de mettre de la musique, je lui dis d'éteindre les lumières, ça c'est génial. Mais par contre, effectivement, quand je passe des appels téléphoniques, je le débranche. Parce que je ne sais pas ce qui peut se passer. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû l'expérimenter aussi, les téléphones. J'ai entendu un téléphone qui se démarrait tout à l'heure. Si je dis « OK Google », il y a peut-être des téléphones qui vont démarrer. Pourquoi? Parce que dans la fonctionnalité du téléphone, vous avez ça. Voilà. Sachez qu'effectivement, hein, on va à certains endroits... moi, il m'arrive de rentrer à certains endroits, on me demande de laisser le téléphone à l'accueil. Ou alors de me donner un vieux téléphone, BIC. Oui, Jean-Gabriel, et on prendra peut-être une question dans la salle avant la pause. Oui, il y a trois points, je crois, qui sont importants. On a évoqué tout à l'heure la question de la garantie des données et garantie des traitements. Hein. Et c'est une question ouverte qui est très délicate. Est-ce qu'il faut qu'il y ait à un certain moment des hommes, des spécialistes qui soient responsables de ces questions-là? Alors ça m'évoque une question qui se pose assez récemment. Vous savez que nous sommes en train, en France, de réviser les lois de bioéthique. Il est inscrit que tous les 7 ans, il doit y avoir une réflexion qui tienne compte de l'évolution des technologies. Et justement, aujourd'hui, comme on utilise de plus en plus d'intelligence artificielle et de masse de données, donc la question c'est comment faire. Est-ce que si nous avons des dispositifs automatiques qui font un diagnostic, est-ce qu'il doit y avoir un médecin à un certain moment qui contrôle le diagnostic? Vous voyez, c'est une question ouverte qui va certainement être introduite dans la loi, mais avec toutes les réserves possibles. Mais ce qu'on voudrait, c'est bien sûr exiger qu'il y ait toujours, quand on donne un diagnostic, même si une machine contribue, comme elles l'ont fait dans le passé, un contrôle humain, quoi. Voilà, qui est un deuxième diagnostic humain. Donc ça, je crois, c'est une question vraiment importante, donc quoi, celle de la garantie. La deuxième, c'est celle effectivement de toutes ces données personnelles. Il faut comprendre. Outre, on a évoqué tout à l'heure le fait que dans le bâtiment, on avait des choses très intimes. Bâtiment ou objet. Voilà, mais moi-même, j'ai travaillé sur l'appartement connecté. C'est-à-dire qu'on fait des expériences aujourd'hui où on a des capteurs à l'intérieur de la cuisine, dans la salle de bain. Même pire, vous savez je travaille sur un projet et là, on voudrait utiliser des assistants pour des diabétiques. Et donc, on doit mettre des capteurs. Et l'une des choses que l'on souhaite faire, c'est savoir combien de fois ils vont aux toilettes. Et donc, on veut mettre des capteurs dans les toilettes. Ce qui est quand même une sacrée intrusion. Et on va savoir qui va aux toilettes en plus. Donc, juste pour vous donner une idée de ce qui est en train de se profiler. Donc c'est un monde un tout petit peu cauchemardesque. Alors bien sûr, il faut se prémunir contre tous les abus qui peuvent en être faits. Mais je crois que il faut bien comprendre ça.
Et puis, alors, on pourrait détailler, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, très très bien, hein, les questions de stockage d'informations, de transfert d'informations, de traitement d'informations. Autant de risques, autant de risques nouveaux. Et puis effectivement, on a évoqué les chatbots, hein, il faut bien savoir que ce sont des espions domestiques, hein, parce que ils prennent l'information, vous dites c'est sympa quand je vais demander de la musique, hein, effectivement vous les coupez quand vous téléphonez, mais même quand vous demandez de la musique, ils vont tout rapporter, hein, au propriétaire. Et le propriétaire, on sait très bien qui c'est. Hein, enfin, il y en a plusieurs possibles, hein, mais il y a un nombre limité de propriétaires. Hein. Donc voilà, je crois qu'il faut bien avoir confiance de cette réalité nouvelle dans laquelle cette hyperconnectivité nous plonge aujourd'hui. Et puis dernier point, c'est la RGPD. Alors là, vous l'avez très bien dit, hein, Stéphanie Faber, vous avez commencé à décrire ce que moi j'ai appelé l'enfer. Hein, c'est-à-dire qu'il en va de la RGPD, pour le dire en une phrase, un peu, hein, comme de l'enfer. On dit qu'il est pavé de bonnes intentions. Si on lit les motivations de la RGPD, elles sont irréprochables. D'abord parce qu'elles veulent protéger de l'individu, et puis parce qu'en plus elles veulent le faire à un plan européen, et je pense qu'on ne peut qu'être d'accord avec cela. Et elles veulent lutter d'ailleurs contre les grands acteurs. Mais quand on lit le détail, d'abord il faut arriver à le lire. Alors moi j'ai essayé, je ne suis pas juriste, je vais dire j'ai calé. Mais même pour les juristes, j'ai compris qu'il ne faut pas être n'importe quel juriste. Hein, il faut être un juriste spécialisé. Alors ça veut dire que ça va être le paradis des avocats qui vont spécialiser, parce qu'ils vont avoir certainement beaucoup de contentieux. Voilà, c'est ça. Mais c'est exactement ça. Hein. Donc il va y avoir, je crois, énormément de risques pour tout un tas de sociétés qui vont, à mon sens, pouvoir être victimes d'un certain nombre de procédures, hein, parce que effectivement, quand on lit cette loi, on essaye de la lire, hein, on voit qu'elle est confuse. Après, moi j'ai interviewé des juristes qui m'ont dit « Ah oui, d'accord, mais c'est l'usage qui va décider ». Alors c'est un peu curieux, parce que ça veut dire qu'on a une loi européenne qui est faite pour harmoniser les législations nationales, et il va se faire que dans chaque pays, on va avoir des interprétations différentes. Et on peut craindre, alors je vais terminer là-dessus, l'interprétation de la CNIL. Alors là, je vais peut-être me faire des ennemis, mais la CNIL, là aussi, hein, qui est arrivée en 1974, a toujours eu une interprétation à la fois assez maximaliste et assez particulière du traitement des données personnelles. Et en particulier, dans la CNIL, il y avait un principe qui était le principe de finalité. Alors il est très important, parce que ce principe de finalité dit que lorsque vous collectez des données, vous savez a priori à quoi elles vont servir. Or justement, hein, ce qui se fait aujourd'hui, et ça a été dit tout à l'heure, je crois qu'il faut insister là-dessus, ce qu'on appelle les masses de données, les big data, c'est pas seulement leur taille, c'est pas seulement le fait qu'elles sont continues, qu'elles agrègent des données de sortes différentes, c'est aussi le fait qu'on va les utiliser pour des choses qu'on n'a pas prévues au départ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échantillonnage, contrairement aux données classiques. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des statistiques comme dans une population. Lorsque vous faites des stats, hein, vous avez un échantillon représentatif. Là, on prend toutes les données et ensuite, on va essayer de regarder ce qu'on peut exploiter à partir de ça. Et donc, il y a une vue, effectivement, de la CNIL qui est un peu en contradiction avec ce que disent les spécialistes des masses de données. Donc, ça va donner, effectivement, dans le futur, certainement, des tensions, je crois, qui vont être assez fortes. Peut-être juste, si je peux rebondir là-dessus, le danger, c'est la combinaison de toutes ces informations et des algorithmes. Puisque plus ça va aller, plus un certain nombre de décisions vont être prises de façon automatique. Je ne vais pas citer Parcoursup, n'est-ce pas, ou APB, mais face à la complexité d'une situation, on a tendance à se reposer sur des systèmes informatiques pour arriver à un résultat. Et donc, on va se trouver confronté à des situations où, sans même le vouloir, on va avoir déjà un résultat qui nous concerne, sur la base de données dont on ne se souvient pas de les avoir données, ni dans quel contexte, ni comment elles ont été collectées. L'exemple le plus criant n'est pas français, mais américain, c'est le credit scoring. C'est-à-dire des gens qui vont demander des prêts, vont voir une banque, et la banque a déjà un score sur leur crédibilité financière et leur capacité à emprunter sur la base d'informations collectées sur Internet et par différentes sources. Et ils se voient dire non, souvent à l'occasion d'usurpation d'identité, hein, parce que quand on vous dit non la première fois que vous êtes quand même en crédit, vous allez essayer d'emprunter l'identité de quelqu'un d'autre. Donc,
par rapport à tout ça, il faut faire... je ne sais plus pourquoi j'étais partie dans cette direction, mais voilà, attention. Voilà, c'est la combinaison des deux. C'est-à-dire qu'il y a aussi les algorithmes. Nous-mêmes, quand on n'est pas sûr que quand on va sur Internet commander un billet de train ou d'avion et qu'on a déjà fait 4 fois la connexion, que le prix augmente, ça n'est pas dû à un algorithme. Voilà, donc il y a un certain nombre de cas où on n'a pas envie de perdre la maîtrise. Voilà. Est-ce qu'il y a une question ? Oui. Olivier Bossard, commissaire aux comptes. Une question d'un profane à M. Ganassia. Il parlait tout à l'heure de l'inventeur du Mac, donc Steve Jobs, qui disait qu'il échangerait bien toute sa technologie contre un après-midi avec Socrate. Alors, est-ce que vous croyez que, effectivement, l'hyperconnectivité, qui pour les experts que vous êtes, est une formidable outil d'investigation pour les médecins, n'est pas au contraire pour les consommateurs et les assurés le signe d'une déresponsabilisation, perte de libre arbitre, perte de bon sens, parce que finalement les gens sont totalement manipulés, totalement télécommandés pour, c'est le cas de le dire, au sens propre comme au sens figuré pour leurs actes quotidiens. Alors, ça demanderait bien sûr une réponse extrêmement longue et argumentée. Mais disons, très brièvement, hein, je crois qu'il y a effectivement des risques. Nous sommes dans un monde qui est différent, qui se transforme, et ces risques ne sont pas ceux d'une machine qui prendrait le pouvoir, parce que c'est une absurdité. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit un ouvrage sur la singularité, parce que ce sont des dangers qui sont complètement illusoires. En revanche, la réalité, c'est que la société se transforme. Quand je parle de réontologisation, c'est ça que je veux dire. Et bien sûr, ça peut être pour le meilleur comme sur le pire. C'est pour le pire. Bien sûr, il y a toutes ces vulnérabilités qui sont nouvelles, qui sont différentes. C'est-à-dire qu'on regarde souvent et on me dit attention Big Brother. C'est-à-dire qu'on fait référence à Orwell et à un monde stalinien centralisé. Je pense que c'est pas du tout là le risque. C'est pas d'avoir un État qui tout d'un coup prenne des informations pour s'assurer que vous pensez bien comme il le souhaite. On n'est absolument pas dans ce monde-là. En revanche, qu'il y ait de nouveaux acteurs qui prennent un pouvoir considérable, qui fassent intrusion dans votre vie privée et qui est ce que moi j'appelle un féodalisme, c'est-à-dire de nouvelles puissances politiques, ou en tout cas qui exercent un pouvoir extrêmement important dans la société, oui, mais je pense en même temps qu'on peut se battre contre ça, mais pour ça il faut en avoir conscience, et je crois que la difficulté c'est de bien comprendre quel est le monde dans lequel on rentre aujourd'hui, parce qu'il est vraiment très différent d'hier. Puis dernier point, donc vous évoquiez Socrate, je pense qu'il n'y a pas que des aspects négatifs avec les technologies, moi-même je travaille dans les humanités numériques, c'est-à-dire comment essayer de reconduire le travail des disciplines d'érudition classiques avec les outils d'intelligence artificielle. Ça, je trouve que c'est passionnant parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais là, j'en aurais vraiment très longtemps à expliquer ce dont il s'agit. D'heureuses perspectives pour nous conduire jusqu'à la pause sur lesquelles nous pourrons échanger. Il y aura une deuxième session de questions à l'issue de la deuxième partie. Je vous propose de nous retrouver, mais vraiment si on peut démarrer dans 20 minutes, c'est-à-dire à 16h05. Bonne pause, à tout à l'heure.